Hebdo, édition du dimanche 26 mars 2023. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Boycott de certains artistes dans la diaspora. Le phénomène refait parler de lui, né à la suite de l'élection présidentielle de 2018 et porté par des activistes de la diaspora regroupés au sein d'un mouvement baptisé Brigade Anti-Sardinard en abrégé basse. Le boycott frappe aujourd'hui deux artistes camerounais censés se produire en Europe en avril prochain pour Bendeka et fin mars pour Coco Ajanté. Ils sont accusés par la base de ne pas compatir au malheur du peuple camerounais. Alors que les prestations des deux artistes ont été annulées, des voix s'élèvent pour dénoncer ce que certains considèrent comme du tribalisme. On en parle. Et puis le Premier ministre chef du gouvernement a signé ce mardi 21 mars un décret revalorisant le salaire minimum interprofessionnel garanti, fixé à 36 270 francs depuis juillet 2014. Il est désormais scindé en trois catégories, soit 41 875 pour les agents de l'État et autres employés relevant du Code du travail. Ça fait s'ouvrir le Dr Louis-Marie Cagde. 45 000 pour les travailleurs du secteur agricole et assimilés et 60 000 pour les autres catégories. Et si le temps nous le permet, on parlera en quelques mots de la nomination d'un nouveau directeur général aux impôts et des réactions suscitées par cette nomination de Meyon Abba Roger Atanas qui remplace Modeste Mopin. On parle de tous ces sujets avec vous, le docteur Louis-Marie Cagde. Vous êtes militant du Social Democratic Front. Vous venez de Yaoundé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leila et merci de m'inviter une fois de plus sur STV. Alors, avec vous, on commente les résultats de l'élection sénatoriale, avec notamment le Conseil constitutionnel qui a double la victoire problématique du RDPC. L'opposition est désormais condamnée, on va le dire, passez-moi l'expression, commander des sièges pour espérer avoir des sénateurs. Alors, vous êtes militant du SDF. Seriez-vous favorable à une entrée du SDF au Sénat dans ces conditions ? La question ne se pose pas. Peut-être elle se posera. Si l'offre vous est faite, bien sûr. Elle se posera lorsque l'offre sera faite, mais à ma connaissance, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et personne ne souhaite entrer par la petite porte. Vous savez, le SDF est le parti qui, dit-on, a apporté la démocratie au Cameroun. Vous devez bien le noter. Et ce qu'on regrette, c'est que depuis 2017, en l'occurrence, la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a été l'occasion pour affaiblir ce parti. Et les derniers éléments factuels que nous avons entre les mains, c'est que pendant les sénatoriales, pendant le dépôt des dossiers, les ambazoniens ont une fois de plus ciblé les responsables du SDF, notamment dans le sud-ouest, pour les empêcher de se rendre à l'ECAM et de déposer leur dossier. Attendez, je veux être certaine d'avoir bien compris. Les ambazoniens ont ciblé les candidats du SDF. Oui, ce qui est curieux. Ils ont laissé libre cours à ceux du RDPC. C'est ça qui est curieux dans cette guerre-là. Le SDF ne dirige pas le pays, mais c'est le SDF la cible des ambazoniens. Et donc, c'est pour ça que dans le sud-ouest, le RDPC a eu le boulevard pour aller vers le Sénat. Le RDPC était le seul parti en lice, pourtant dans un fief du SDF. Et donc, c'est parce que des attaques se multiplient et que nos responsables au niveau de la base sont confrontés à des menaces, mais des menaces sérieuses, des enlèvements de la part des ambazoniens. C'est vraiment très curieux. Peut-être qu'on aura une explication un jour, mais les ambazoniens jouent un jeu très difficile à comprendre, un jeu qui est aujourd'hui très favorable à la destruction de l'opposition camerounaise, et c'est ce qu'on va observer. Et donc, nous avons perdu, certes, mais nous avons plus ou moins perdu sur du tapis vert. C'est-à-dire que dans une région comme celle du sud-ouest, on n'a pas participé, et dans une région comme celle du nord-ouest, on n'a pas eu la possibilité de mener campagne parce que nos candidats ne peuvent pas sortir, alors que ceux qui ont les moyens de l'État ont la possibilité d'avoir des protections, etc. Et donc d'aller mener campagne. C'est ce que nous tirons de ça. Mais au-delà
notre parti est faible. Parce que vous ne pouvez pas parler de démocratie et puis vous retrouver dans des situations où vous rejetez les résultats proclamés. Les résultats ont été proclamés, mais nous en tirons des leçons. Les leçons, par exemple, c'est que nous n'avons pas, en 2020, pris considérablement au sérieux le poids des municipales. Et aujourd'hui, nous pensons que pour la suite, les élections municipales doivent être celles qui, dans un pays comme le nôtre, devront être les plus discutées, quoi. Nous devrions faire en sorte d'avoir suffisamment de conseillers municipaux qui nous permettront d'être au niveau régional, parce qu'on a des élections régionales, et qui après nous permettra, pour ce qui concerne les sénatoriales, d'être à la page. Donc nous, sur le plan tactique et stratégique, ça, ce sont des leçons que nous tirons de ce qui s'est passé. La participation à une élection étant toujours pleine de leçons. Et ce sont les leçons que le SDF tire. Sur le plan politique, on voit très bien que l'armée est utilisée pour nous affaiblir. Nous allons au Congrès et le changement de ligne politique. C'est de grosses déclarations, de grosses affirmations que vous faites quand même, docteur. En tout cas, merci. Merci d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, on reçoit Damien Macon, conseiller PCRN à Matom, militant du PCRN, bien entendu. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Gazeux, bonjour à mes co-panélistes, bonjour à vos techniciens en studio et derrière la vitrine, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Alors, une remarque et une interpellation. La remarque, c'est que en milieu de semaine, les populations de Yaoundé se sont encore réveillées, les pieds sous l'eau. On peut quand même rappeler que depuis 2006, 116 milliards ont été affectés pour l'assainissement des eaux à Yaoundé et que le problème persiste jusqu'à cette date. Peut-être, nous dira-t-on, qu'il y a des inondations à Hong Kong et à Paris, et donc on n'a pas à en parler au Cameroun. Mais ce dont on peut parler, tout au moins, c'est que nous espérons que nos amis de Eneo, de Sonatrel et du RDPC tiendront parole parce qu'ils ont promis au peuple camerounais que la fin des délestages, c'est pour mars 2023. Nous espérons donc qu'ils tiendront parole et que nous arrêterons, ce martyre s'arrêtera très bientôt. Rapidement, on parle de l'élection sénatoriale. Un de vos camarades s'est réjoui de ce que le PCRN est quand même parvenu à récupérer sa caution. Il y a matière à se réjouir? Alors, il y a en politique, lorsque un communicant s'exprime, il y a des messages clairs, des messages, mais aussi des messages latents. Ce que le camarade voulait dire en sibylline, c'est que nous avons atteint un score honorable. Parce que lorsqu'il évoque la caution, c'est le volet financier, c'est ce qui est plus visible. Mais lorsqu'il dit que nous avons pu récupérer la caution, en fait, il est en train de dire en sibylline que nous avons atteint un score honorable qui mérite quand même que nous soyons encouragés parce que nous partions avec moins de 100 conseillers, nous avons eu plus de 100 électeurs, nous partions avec 67 il me semble, nous avons eu 116 voix avec la razzia que nous avons opérée dans le Mungo. Nous remercions d'ailleurs le MPCN de feu Paul-Éric Kingé et nos camarades du SDF de ce côté qui ont bien voulu nous donner leur voix. Donc je pense qu'en plus du volet financier de cette déclaration, il faut davantage voir la portée politique qu'il y a derrière. C'est que nous avons pu avoir plus de 10%. Ce n'était pas ça l'objectif, mais on accepte qu'on a été battu, mais bon, on se dit, parti de là où on était, on se dit qu'on a fait mieux. Je vous pose la même question rapidement que celle posée au docteur Louis-Marie Cagdeux. Est-ce que vous, en tant que militant du PCRN, conseiller municipal de cette formation politique, vous seriez favorable si l'offre vous est faite? André Luther Meka, il est tout sourire, il attend également votre réponse. Est-ce que vous seriez favorable à une entrée du PCRN au Sénat dans ces conditions-ci? Alors, je dirais que la question n'a pas encore été posée, à ma connaissance, au parti. Oui. Mais en ce qui me concerne, et là je donne un avis personnel, bien entendu. Permettez que ce soit donc entre guillemets et que le parti ne se sente pas impliqué dans cette déclaration. Personnellement, pour quelqu'un qui sort de l'ère géographique de Augustin Frédéric Kodok, de Hogmenlén et autres, je sais que
on ne pactise pas avec le diable. Et il est une anecdote dans la cosmogonie Bassa qui dit que lorsque tu manges sur une même table avec le fantôme, alors que vous n'avez pas encore fini ce qui vous a été servi par la bonne dame sur la table, le fantôme est déjà en train de piquer quelques morceaux dans la cuisine, dans la marmite qui est restée à la cuisine. Donc, de mon point de vue, il est hors de question que nous acceptions quelque offre que ce soit de M. Biya ou du RDPC. C'est mon point de vue personnel. Tout se décidera au niveau de la hiérarchie. Je rappelle que je suis seulement membre du comité directeur et conseiller municipal, donc je ne suis ni membre du bureau politique, ni secrétaire général, ni président du parti. Donc mon avis ne compte que pour moi-même. Merci d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, André Luther Meka, enseignant, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, Monsieur Meka, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je voudrais aussi vous remercier de me permettre, n'est-ce pas, de saluer les camarades qui ont fêté, n'est-ce pas, les 38 ans de l'anniversaire le 24 mars du RDPC. Je voudrais, n'est-ce pas, saluer leur bravoure et notamment leur bravade vis-à-vis, n'est-ce pas, des épreuves qu'ils ont endurées face, n'est-ce pas, à l'opposition. Je voudrais également saluer tous les militants du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui ont permis que nous puissions avoir une victoire éclatante en, n'est-ce pas, légitimant le RDPC, en légitimant son Excellence le Président Paul Biya à nous 100%. Ce qui démontre clairement que le RDPC est debout, fort et dynamique, et que le RDPC a toute la confiance du peuple camerounais. 38 années de victoire, vous diriez? 38 années de victoire, mais aussi de bataille de stabilité, de bataille de démocratie, de bataille de libre expression. Et je crois que l'honneur de bataille de stabilité, quand est-ce que le RDPC a vacillé? Vous parlez de 92 ou bien? Non, nous avons vécu beaucoup d'épreuves, parce que les épreuves du président national sont les épreuves, n'est-ce pas, du RDPC, parce que le président national incarne, n'est-ce pas, l'idéologie et le programme du RDPC. Et naturellement, lorsqu'il traverse les épreuves, il traverse également avec le RDPC. C'est pour ça que je dis que nous avons vécu 38 ans de stabilité, 38 ans de démocratie, 38 ans de libre expression. Et je crois que, n'est-ce pas, l'honneur revient au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a bien tenu la barque et qui a toujours été un rassembleur, un leader fort qui nous permet, n'est-ce pas, d'aller toujours de victoire croissante. On repart avec vous, André Luther Meka. Le Premier ministre a signé le 21 mars dernier un décret revalorisant le SMIC au Cameroun. Et pour la première fois dans le pays, on a 3 SMIC selon les secteurs d'activité. Direz-vous qu'il est important de procéder ainsi en fonction des spécificités de chaque secteur? Bien avant de répondre à votre question, vous allez me permettre d'évacuer un certain nombre de débats qui ont été évoqués notamment par le docteur Lumari K2 et M. Macon, notamment sur les sénatoriales. Je voudrais dire que les sénatoriales ont un précédent et il a bien fait de le remarquer, c'est, n'est-ce pas, les élections municipales et les élections régionales. Il est malheureusement malheureux de constater que certains partis n'ont pas pu, n'est-ce pas, jouer, n'est-ce pas, j'allais dire ces primaires qui augurent les sénatoriales. Je prends le cas du SDF. Le SDF n'a pas été extrêmement, j'allais dire, sincère par rapport à la crise anglophone. Parce qu'il faut le dire, le SDF a pour base militante, n'est-ce pas, le nord-ouest et le sud-ouest. Donc il revenait pratiquement au SDF de pouvoir combattre, de pouvoir se battre pour qu'il y ait une stabilité dans cette zone afin de pouvoir récupérer sa base. Mais ça n'a pas été le cas. Et je pense que ça a été vraiment très préjudiciable au SDF. Bien évidemment, comme vous le savez, le MRC a tout simplement boycotté les élections municipales et ça a donné nettement ce que ça a donné. Donc la victoire du RDPC face, n'est-ce pas, à ces partis-là vis-à-vis des sénatoriales est une victoire objective, est une victoire claire qui démontre du fait que certains partis n'ont pas pris en considération, n'ont pas pris le docteur Lumari K2 l'a dit sérieusement, n'est-ce pas, cette échéance-là. Et je crois que cela doit être une leçon politique, une leçon claire que ces partis doivent tirer pour l'avenir. Et je crois espérer que s'ils sont appelés
notamment à servir la République. Parce que s'il ne s'agit pas de M. Biya, le Sénat, ce n'est pas M. Biya. Le Sénat, c'est la République. Et si ces partis sont appelés par celui qui incarne, qui est garant des institutions, qui incarne des institutions à participer, n'est-ce pas, à la République, je ne trouve pas d'inconvénient qui puisse, n'est-ce pas, refuser, parce que c'est un appel, n'est-ce pas, à travailler ensemble, c'est un appel, n'est-ce pas, à servir pour la République. Et si quelqu'un n'accepte pas à travailler notamment dans cet appel à la République, comme j'ai constaté que le président honorable Cabral Libye n'est pas allé présenter les vœux au chef de l'État, ce qui a été véritablement un hiatus, une erreur, n'est-ce pas, dans celui qui va être un homme d'État. Je crois qu'il pourra rectifier cela si jamais il est appelé à servir la République au Sénat. D'accord, revenons justement sur la question du SMIC, c'est le premier sujet ce jour. 3 SMIC en fonction des secteurs d'activité. Est-ce que vous direz qu'il était nécessaire, important de procéder ainsi au Cameroun? Disons que je ne suis pas expert en économie, bien que je suis diplômé en sociologie économique, qui notamment analyse les comportements économiques, mais je crois qu'il était important que le gouvernement essaye de ramener le pouvoir d'achat au niveau, n'est-ce pas, du salarié. Parce que comme vous le savez, il y a inflation, il y a eu, n'est-ce pas, une sorte de vie chère. La vie chère a véritablement embêté, enquiquiné les Camerounais, et il était important que le gouvernement puisse prendre cela à bras le corps pour pouvoir, n'est-ce pas, niveler le pouvoir d'achat des Camerounais. Il faut le savoir, le gouvernement ne peut pas rester insensible face, n'est-ce pas, à ces problèmes de vie chère. Donc je crois qu'en faisant cela, on éradique la pauvreté, on essaie un peu de niveler, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat par rapport, n'est-ce pas, aux salariés, et je crois que c'est très important. On aura l'occasion de reparler de l'impact on aura l'occasion, on reparlera plus tard de l'impact de cette revalorisation du SMIC sur l'inflation, mais avec vous, docteur, je reste sur la question des 3 SMIC. Est-ce que le Code du travail le permet? N'est-ce pas là une mesure discriminatoire? Oui, la mesure est très discriminatoire. Peut-être qu'il faut expliquer ce qui s'est passé pour qu'on en arrive, parce que si on s'en tient au Code du travail en vigueur au Cameroun, l'on serait allé vers l'harmonisation du SMIC. Et donc c'est en faveur de la législation internationale, notamment la Convention 99, que le gouvernement camerounais a pu donc trouver une fenêtre pour aller vers ce SMIC à 3 dimensions. Mais qu'est-ce qui explique ça? Nous, au SDF, on a suivi avec beaucoup d'attention les discussions et négociations autour du SMIC. Parce que vous savez que depuis 2018, notre candidat porte une cause. Et le parti va vers une mutation vers les causes qu'on aurait dû porter. Nous, on a fait aussi notre ajournement, on connaît un peu pourquoi est-ce qu'il peut avoir une espèce de désamour avec les Camerounais aujourd'hui. Et donc, sur le plan social, nous sommes en train de faire ce qu'on aurait dû faire il y a 32 ans. Il faut porter les causes sociales, et le pouvoir d'achat, le SMIC, les salaires sont des sujets qui auraient dû être les nôtres. Et donc nous sommes en plein dedans aujourd'hui, et on a suivi avec les syndicats ce qui s'est passé. En gros, c'est parce que les différentes catégories de patrons qui avaient autour de la table ne sont pas entendus. Alors que les patrons du secteur privé, dont notamment le JICAM, étaient d'accord pour le SMIC à 60 000, le patron du secteur public, et donc représenté par le ministre en charge du Travail, n'était pas d'accord, et donc lui, il était pour 41 850 même à l'époque, et ceux du secteur agricole n'étaient pas d'accord pour l'augmentation. Et donc finalement, puisque le ministre en charge du Travail a poussé le SMIC à 41 000 et que autour de la table il y avait encore des gens favorables pour augmenter, on est donc allé par secteur. Et c'est la convention de l'OIT qui donne cette possibilité de permettre à chaque secteur de fixer son SMIC. Sauf que en y allant, cela pose un problème d'équité.
Cela pose un problème d'équité et d'où la discrimination dont vous parlez. Parce qu'en réalité, s'il faut tenir compte de la pénibilité du travail et puis de la contribution de chaque secteur pour la vie et l'économie nationale, alors ce n'est pas le secteur agricole, par exemple, qui devrait avoir un SMIC moins payé. Et je vais vous donner une figure, par exemple. Cela veut dire quand le secteur public, notamment les emplois, les agents non qualifiés, parce que le secteur public emploie des agents qualifiés qui sont plus ou moins des fonctionnaires, et donc la première catégorie, et on va encore en discuter, dans le décret du chef de l'État fixait le salaire de la première catégorie à 41 850, ce qui aujourd'hui n'est pas juste. Je peux vous expliquer pourquoi. Parce que la première catégorie de la fonction publique ne peut pas être payée au SMIC, puisqu'il y a sous cette première catégorie des emplois non qualifiés qui sont payés au SMIC aujourd'hui. Et donc on ne peut pas avoir dans la fonction publique cette disparité-là. Il fallait que la première catégorie soit au-dessus du SMIC pour que les non qualifiés qui arrivent au niveau du SMIC ne soient pas au même niveau que les fonctions qualifiées. Et donc on ose croire, et ça fait l'objet des plaidoyers que nous allons porter maintenant pour que le chef de l'État rapporte son décret et corrige un peu toutes ces disparités qui existent. Mais si on s'en tient à ce que le Premier ministre a publié aujourd'hui, il faut dire qu'au Cameroun, on ne saurait se contenter de ces montants-là. Nous, au niveau du SDF, on milite pour autre chose. Non seulement le SMIC attaché plutôt à la croissance, pas le minimum garanti. À la croissance parce que les prix augmentent et dont l'inflation on en parle chaque année. Et le pays aussi a de la croissance chaque année. La justice sociale voudrait que les fruits de la croissance soient redistribués. Et donc, c'est le SMIC AVC qui nous intéresse pour permettre que chaque 1 an ou 2 ans, quand on dit que le Cameroun a eu un taux de croissance de 3 ou 4%, que les salaires augmentent aussi de 3 ou 4% pour s'adapter au niveau des prix sur le marché. Et nous, on pense qu'on peut aller à 150 000 sur 5 ans. Donc, c'est des choses qu'on pourrait encore discuter pour que vous compreniez que même les 60 000 que le gouvernement a accepté pour le secteur privé sont pas suffisant du tout pour faire face à... On reviendra plus tard sur la façon dont un pays détermine son SMIC. Mais d'abord avec vous, Damien Macon, qu'est-ce que vous pensez de ce SMIC à géométrie variable? Alors, je crois que le gouvernement de la République a fait un copier-coller mal adapté. En fait, Paul Bacon est considéré en France comme le père du SMIC. Parce qu'il a créé en 1950 la Haute Commission qui était au-dessus des conventions collectives. Et elle avait pour but d'aider le ministre du Travail et de la Sécurité sociale d'alors, Paul Bacon, à fixer le SMIC. Alors, au sortir de ces travaux, ils ont procédé en 3 étapes. La première étape était d'aller enquêter auprès des ménages pour avoir le budget. La deuxième étape était d'évaluer les prix sur les marchés, le niveau d'inflation. Et la troisième étape a donc été la concertation entre le patronat et le salariat. Et au sortir de là, Paul Bacon a donc décidé du SMIC à géométrie variable. Un SMIC en Île-de-France, c'est-à-dire la zone la plus urbanisée de France à cette époque-là, à 78 francs de l'heure et à 64 francs de l'heure pour les autres parties de la métropole. Mais plus intéressant encore, il a créé un SMAC, c'est-à-dire le salaire minimum agricole garanti. Et lui, il était inférieur au salaire minimum des autres secteurs d'activité. Il partait de l'hypothèse que en milieu rural, les gens ont facilement accès au logement et ils ont directement accès aux denrées alimentaires. Et donc, de ce point de vue, le coût de la vie est moins élevé là-bas et donc leur SMIC doit être plus bas. Et je pense que c'est donc dans cette hypothèse-là que le ministre est parti se disant qu'on peut avoir un SMIC à géométrie variable. Comme le dit l'aîné du SDF, cela pose un ensemble de problèmes. Il ne prend pas en compte la pénibilité au travail, il ne prend pas en compte l'inflation, et il ne prend pas non plus en compte la croissance. Parce qu'il le dit fort à propos, le SMIG avec G a été botté en touche depuis 70 en France.
On est aujourd'hui au SMIC avec C, c'est-à-dire qu'il est indexé à la croissance, de sorte que les fruits d'une forte croissance sont redistribués entre le patronat et le salariat. Et puis il y a quelque chose de fondamental dans la démarche du ministre. Je suis heureux d'être à côté de André Luther Meka qui, à une certaine époque, venait en soutien au ministre du Travail qui disait alors qu'on peut vivre au Cameroun avec 36 000 francs. Et voilà l'état d'esprit du ministre d'alors. Il considérait qu'on pouvait vivre avec 36 000 francs. Il considérait donc de facto que s'il y avait une augmentation de SMIC, c'était le fait de la magnanimité et de la bonté du prince. Ça c'est quelque chose de fondamental qu'il faut prendre en compte dans la démarche du ministre. Maintenant, le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que pour déterminer le SMIC, le ministre ne fait ni une enquête auprès des ménages, ni une enquête sur le terrain à l'effet de s'enquérir du niveau des prix, mais il appelle à la concertation les patrons. Je pense que l'aîné ne me contredira pas. Alors que dans d'autres environnements, on appelle en même temps le patronat et le salariat par leur syndicat. Parce que le SMIC doit être le point d'équilibre entre les possibilités du patronat et les besoins du salariat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement considérer que c'est le patronat qui décide du SMIC. Parce que lorsque vous décidez de SMIC, je rappelle qu'on commence à parler du SMIC en France en 1930. Et on le met dans la loi avec le Code du travail le 4 octobre 1941. Et le SMIC est considéré comme le salaire minimum vital. Ça veut dire que le salaire en deçà duquel personne ne peut vivre. Maintenant, prenons l'exemple d'un SMIC à 41 000 au Cameroun. Je le fais vraiment en quelques secondes. Un jeune fonctionnaire qui a 41 000. Il habite dans Douala ou alors Yaoundé. Il peut donc payer sa maison, eau, électricité, loyer, etc. à 15 000 francs. Malheureusement, il n'habite pas dans l'immeuble de son lieu de service. Et donc, il doit payer le transport. Il paye 500 francs, 250, non, désormais c'est 300, donc 600 francs, ça fait 18 000. Ce mec, il mange 12 000. Il lui reste 12 000 pour manger. C'est-à-dire que 300 francs par jour. Alors, après avoir fait cela, il n'a même plus 50 francs pour pouvoir payer une lame de rasoir pour se couper les ongles. Il ne peut pas acheter une pâte dentifrice pour se brosser. Il ne peut pas espérer. Alors, ne parlons même pas d'épargne. Pour lui, l'épargne, c'est un mot qui n'existe pas. Je pense que lorsque nous prenons cet exemple, ce n'est pas pour faire de la démagogie. Ce que je demande, ce n'est pas que le SMIC soit à 1 353 €, comme c'est le cas actuellement en France, c'est-à-dire environ 900 000 francs. Ce n'est pas ce que je demande. Ce que nous demandons, c'est que le SMIC soit emprunt à la réalité du Cameroun. C'est-à-dire que lorsqu'on détermine le SMIC, on prenne en compte les réalités de notre pays. Les réalités de notre pays ne peuvent être prises en compte que lorsqu'on trace deux courbes. La courbe des possibilités des employeurs du patronat qui sera donc descendante et la courbe des besoins du salariat qui sera montante, et le point d'équilibre sera donc celui qui pourra être trouvé pour qu'on puisse... André Luther Meka, justement, Damien Macron évoque la crise inflationniste actuelle. Est-ce que ce SMIC peut résister au coefficient budgétaire de certains besoins des ménages, c'est-à-dire loyer, transport, nutrition, santé, éducation, eau, électricité, j'en passe? Je voudrais dire que l'analyse que je perçois des copanélistes n'est pas une analyse mauvaise. C'est une analyse réaliste, notamment des difficultés que nous avons au Cameroun, l'inflation, la vie chère et notamment un certain nombre de pénibilités au niveau du travail. Mais ce que je voudrais mettre sur la table, c'est d'abord la bonne foi. La bonne foi du gouvernement qui a constaté qu'il fallait faire quelque chose. Alors, ils ont fait un pas, ce qui est assez important, c'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il fallait apporter quelque chose, il fallait faire un pas, il fallait évoluer vers, n'est-ce pas, une certaine augmentation. Alors, il y en a qui ont fait des analogies en allant en France pour prendre un peu l'historique, pour assimiler le SMIC, n'est-ce pas, à la croissance. C'est tout à fait important, c'est intéressant lorsque un pays a un certain nombre, n'est-ce pas, de recouvrements, un certain nombre de recettes. Vous savez que nous avons des zones sinistrées. Au Cameroun, nous avons eu des guerres, nous avons eu un certain nombre, n'est-ce pas, de problèmes qui ont fragilisé la trésorerie. Donc, ce sont également des choses qu'il faudrait mettre à
sur la table de l'analyse pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, ces petits pas. Et je voudrais dire que naturellement, quand on fait la synthèse de tout ce qu'il faut dépenser en ville, cela est pratiquement insuffisant, il faut le dire. Mais il faut également dire que le Camerounais a des opportunités de pouvoir, n'est-ce pas, arrondir les fins du mois par rapport à un certain nombre d'activités qui peuvent, n'est-ce pas, accompagner, n'est-ce pas. Tous les Camerounais. Je dirais pas tous les Camerounais ont ces opportunités, mais je crois qu'il y a certains Camerounais, naturellement pour la plupart, qui peuvent, n'est-ce pas, arrondir les fins du mois par rapport à ce qui est fait. Qu'est-ce que vous mettez dans activité pouvant permettre d'arrondir les fins de mois? Mais vous savez, il y a des Camerounais, au-delà, n'est-ce pas, de leur salaire, qui sont des experts. Qui font des prestations. Il y a des Camerounais, au-delà de leur salaire, qui ont, n'est-ce pas, des activités parallèles qui leur permettent, n'est-ce pas, d'accompagner la fin du mois. Je voudrais pas entrer dans les détails, mais il y a des Camerounais qui ont des multiples casquettes qui peuvent leur permettre, n'est-ce pas, d'arrondir leur fin du mois. Mais je voudrais aussi dire que il y a également des Camerounais qui sont payés au-delà du SMIC. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même un salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est-à-dire qu'au Cameroun, lorsque vous voulez être décent, lorsque vous voulez respecter la loi, vous ne devez pas payer quelqu'un en deçà, n'est-ce pas, de 41 000 francs CFA. Donc, naturellement, il y en a qui peuvent être payés plus. Et je peux vous dire aujourd'hui que, contrairement à ce que les copanélistes peuvent penser, il y a une économie informelle, qu'on appelle une économie souterraine, qui est plus importante que, n'est-ce pas, toutes les analyses que nous faisons là. Et la plupart des Camerounais sont, n'est-ce pas, dans cette économie informelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir un fonctionnaire qui a les champs de maïs, qui a les champs de tomates, qui a un certain nombre d'activités, notamment qui accompagne, n'est-ce pas, sa vie de tous les jours au quotidien et qui lui permettent, n'est-ce pas, d'arrondir les fins de mois. Donc, il est important, pour me résumer, de dire que toutes les récriminations, toutes les analyses qui sont faites, notamment au niveau du salaire du SMIC, sont tout à fait, j'allais dire, objectives. Mais il faut comprendre que l'État a eu un certain nombre de problèmes, notamment les crises sociopolitiques, les crises économiques mondiales, notamment avec l'Ukraine, avec, n'est-ce pas, la crise du blé, avec, n'est-ce pas, la crise du pétrole, ainsi de suite. Cela a permis qu'il y ait une certaine fragilité au niveau, n'est-ce pas, de l'État, et nous devons comprendre que l'État a fait un pas et que chaque fois, le ministre du Travail le dit, il y a toujours des discussions qui sont ouvertes, il y a toujours le dialogue qui est ouvert. Et je voudrais conclure en disant que mon frère Macron a dit que ce n'est pas seulement le patronat, mais je n'ai pas souvenance que le ministre a seulement causé avec le patronat. Il y avait également les syndicats, n'est-ce pas, professionnels qui étaient représentés et qui ont donné leur avis et qui continuent même à donner leur avis. Alors, docteur Louis-Marie Cacdeux, j'insiste sur... dans le secteur voilà. J'insiste sur la question de l'impact sur les ménages face à l'inflation actuelle, vu que, il faut le dire, le gouvernement a inscrit cette mesure, cette revalorisation du SMIC dans le registre des mesures d'accompagnement à la suite de l'augmentation des prix du carburant et même de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances qui consent pas mal d'augmentation quand même. Oui, et comprenons-nous très bien. Je voulais même dire que ce n'est pas le gouvernement ou l'État qui paye le SMIC. C'est pour ça qu'en lieu et place de bonne foi, il faut mettre ce que les Camerounais appellent le mauvais cœur. Parce que ce n'est pas vous qui payez, mais vous bloquez ça bas. Pourquoi le mauvais cœur? Calculons. 1 kg de riz arrive au port autonome de Douala à 165 francs CFA. Les patrons revendent ce même kilogramme de riz à plus de 400 francs CFA. Ils font plus de 300% de marge. C'est normal que les salariés revendiquent un meilleur traitement. Vous ne pouvez pas faire plus de 300% de marge sur un produit
et vous continuez de payer des gens de façon indécente. Et des personnes qui sont ces petites mains qui travaillent. Donc, le gouvernement camerounais, sur ce sujet, a eu ce que l'on appelle le mauvais cœur. Parce que, même à 100 000, ce n'est pas l'État qui paye. Mais pourquoi vous bloquez? Pourquoi vous ramenez plus bas? Allons dans les détails. Qui, dans le portefeuille de l'État aujourd'hui, touche même les 41 000? Qui? Disons que même les chauffeurs ne sont plus, quand les chauffeurs du ministre, ne sont plus à la charge de l'État du Cameroun, mais à la charge des ministres. Sauf si la charge du cabinet du ministre, sauf si le ministre du Travail défend sa propre chapelle. C'est-à-dire que l'État du Cameroun, en réalité, aujourd'hui, s'est déchargé d'un certain nombre d'emplois. Les employés de surface, les chauffeurs, etc. Donc, on ne comprend strictement pas pourquoi le ministre du Travail reste accroché à un SMIC aussi bas. Ça n'a pas d'explication. Dans le secteur agricole, 45 000, c'est insultant. Nous nous rappelons ce qui s'est passé dans les plantations du Haut-Mungo, où des employés, certains ont même été enfermés, se sont plaints pour 24 000 de salaire. Au Cameroun, non. 24 000. Au moment où le SMIC était à 36 000. À 36 000. Et où vous devez travailler 6 jours sur 7, enfermés dans des plantations. C'est inacceptable. Le rôle de l'État est de défendre ses citoyens. Nous ne demandons au gouvernement camerounais que d'être pro-camerounais. Et donc, 100 000 de SMIC au Cameroun est possible. Parce que les employeurs au Cameroun, surtout dans le secteur de l'impôt-substitution, gagnent plus de 300% de marge. La justice sociale voudrait que ce soit redistribué. Justement, docteur, comment est-ce que le SMIC est déterminé dans un pays? Parce qu'il faut dire que même en zone SEMAC, il y a plein de pays qui ont un SMIC plus élevé que le Cameroun. C'est le fruit de la négociation entre les employés, les patrons et l'État. Ce qui veut dire que même les 875 qu'il y a dessus, 41 000, on ne sait pas comment le ministre calcule ces choses. Donc, c'est tout le mauvais cœur là que je dis. C'est-à-dire qu'il a des histoires de 25 et de 50 francs qu'il met dans les trucs. Vous ne savez pas. Cela veut dire simplement quoi? Que si cette négociation a lieu, et au Cameroun, la structure qui s'en occupe, c'est le CNCT. Quand ces gens se réunissent, ils peuvent décider de mettre un plancher. Et le Premier ministre, par décret, ne fait que valider. D'accord. Et donc, difficile de comprendre aujourd'hui quelle est la motivation du gouvernement camerounais. Pourquoi tirer vers le bas alors que ce n'est pas le gouvernement qui paye? Pourquoi empêcher que des lignes bougent là où partout ailleurs ça a bougé? Pourquoi maintenir les Camerounais dans la précarité et leur demander de vivre des pitances? Peut-être c'est pour ça que politiquement on nous gagne. Parce que sur le terrain, il est difficile, mais alors difficile d'affronter un citoyen qui a à affronter à son tour la dureté de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que notre discours peut avoir de la peine à passer. Parce qu'en face, les gens qui ont les moyens de l'État ont la capacité de donner des pitances que nous, on n'a pas. Il n'y a que ça pour expliquer pourquoi les salaires, en général, et le SMIC au Cameroun restent très bas. Et il faut dire que le salaire est une juste compensation du travail donné. Il ne faut pas que nous ayons l'impression qu'on doit avoir 3, 4, 5 boulots pour vivre. Alors que on crée de la richesse. Il y a la croissance au Cameroun. Nous ne sommes pas dans un contexte où on dit qu'on sort de la récession. Malgré la crise sanitaire, malgré la crise russo-ukrainienne, on peut en parler. Il y a de la croissance au Cameroun. Et donc, il faut dire que le salaire est une juste compensation du travail donné. Il ne faut pas que nous ayons l'impression qu'on doit avoir 3, 4, 5 boulots pour vivre. Alors que on crée de la richesse. Il y a la croissance au Cameroun. Malgré la crise sanitaire, malgré la crise russo-ukrainienne, on peut en parler.
Nous disons même qu'on aurait pu avoir plus de croissance si les politiques publiques étaient pertinentes. D'accord. Et donc, il n'y a pas de justification du tout. C'est ce que l'on appelle au Cameroun le mauvais cœur. André Luther Meka, avant Damien Macon, le docteur Louis-Marie Kagdo a justement rappelé ses plaintes des employés des plantations de Djombe Pindia qui percevaient 24 000 francs CFA, à l'époque où le SMIC était lui fixé à 36 000 francs CFA. Alors, l'État peut-il veiller au respect de ce SMIC? Je pose la question en termes de volonté, mais également en termes de moyens. Je voudrais dire que j'étais tout à fait d'accord des analyses qui précédaient, n'est-ce pas, la prise de parole de Dr Louis K2, et je considère qu'il a versé dans la vague à l'âme politicienne, n'est-ce pas, de pouvoir démontrer qu'ils ont le monopole du cœur. Je voudrais dire que lorsqu'il dit que l'État fait le mauvais cœur, c'est lui qui fait le mauvais cœur en faisant la mauvaise foi, n'est-ce pas, de ce qui doit être objectif. Je voudrais préciser à l'intention des Camerounais que si nous avons pu être stables sur le plan économique et nous sommes enviés, n'est-ce pas, par d'autres pays, c'est parce que le chef de l'État fait preuve de pragmatisme et de réalisme. Mais, monsieur le docteur, vous pouvez même dire que les Camerounais doivent avoir un SMIC même de 500 000. D'ailleurs, vous n'en êtes qu'un politicien qui va manipuler les esprits. Mais il faut que cela soit collé à la réalité, au réalisme économique. Donc, il faut prendre cette mesure-là. Ce que je voudrais dire... La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que le Cameroun a la possibilité aujourd'hui, j'en viens, avec les réalités actuelles, de payer un SMIC au-delà de 60 000, 41 000 J'en viens, parce que... discutons-en. J'en viens, parce que lorsqu'il dit qu'on peut avoir le riz à 100 francs, le prix... Le kilo de riz, c'est 165. Voilà, d'accord. Voilà, le kilo de riz... sort du port. Oui, le kilo de riz, c'est 100 et poussière. Il ne met pas les prix de... Non, pas dans les marchés. Le prix, non, quand ça sort du port. Donc, peut-être qu'il parle de prix d'achat. Non. Prix d'achat. Mais il n'inclut pas, n'est-ce pas, la douane. Il n'inclut pas la manutention. Non. Il n'inclut pas, n'est-ce pas, un certain nombre de choses qui permettent à ce qu'il puisse avoir un prix de revient qui n'est pas, n'est-ce pas, de 165 francs dont il parle. Également, lorsqu'il dit que l'État n'emploie personne, c'est du mensonge. Et c'est un mensonge même inquiétant parce qu'il devrait savoir que à nos jours, l'État même est le plus grand employeur si on essaie de voir les chiffres. Mais non, je parle au SMIC. Soyons concrets. Qui est-ce que l'État paye aujourd'hui au SMIC? Dites-nous. Non. Je ne voudrais pas... Dites-nous, soyons concrets. J'ai dit les chauffeurs ne sont plus dans le portefeuille de l'État. C'est le cabinet du ministre. Si c'est un chauffeur du ministre, c'est le cabinet. Vous limitez le salaire des chauffeurs au ministre? Au cabinet. C'est le cabinet qui paye. Non. Vous n'avez pas la bonne information. J'ai l'obligation de réserve parce que je suis un haut responsable. Donc, je voudrais parler. Non. Mais je voudrais vous dire que les chauffeurs sont également dans la grille salariale, n'est-ce pas, que l'État supporte dans les institutions. Bon, ce n'est pas un débat parce que je suis un haut responsable. Non, le cabinet a un budget. Mais il ne faut pas penser, il ne faut pas dire que, il faut pas donner des fausses informations en disant que les chauffeurs ne relèvent plus, n'est-ce pas, de la grille salariale de l'institution. C'est faux. Mais ce qui est important dans votre question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut surveiller, n'est-ce pas, le SMIC? L'application. On a pris le cas de ces employés des plantations de Djombe Pindia qui ne percevaient déjà pas pour certains le SMIC à l'époque des 36 000 francs CFA. Il faudrait dire aussi qu'il y a l'emploi à temps partiel qui existe au Cameroun. Beaucoup n'en ont pas parlé. C'est-à-dire qu'il y en a qui prennent soit dans la journée, il y en a qui prennent le soir. Donc, naturellement, il faut tenir compte de ça. Et j'ai eu l'impression qu'à Djombe Pindia, il y avait, n'est-ce pas, ce travail à temps partiel. C'est-à-dire qu'il y a une vague qui peut travailler peut-être 3 ou 4 jours, une autre vague travaillent 2 ou 4 jours, d'autres peuvent prendre dans la journée, d'autres peuvent prendre le soir. Ça existe au Cameroun et notamment quand on fait l'analyse, il faut inclure cela. Je crois qu'il y a une sorte de démocratisation, n'est-ce pas, de la discussion du salaire entre l'employeur
et l'employé. On ne peut pas évacuer cela parce que lorsque vous partez chercher du travail, vous défendez votre CV, vous défendez votre compétence et naturellement, l'employeur peut vous payer au-delà du SMIC et même peut-être même 10 fois le SMIC selon que vous avez défendu votre CV et votre compétence. Donc naturellement, moi je trouve que s'il faille surveiller le SMIC, également, on peut avoir une marge de manœuvre réduite parce qu'on peut, n'est-ce pas, discuter, on peut, n'est-ce pas, défendre son salaire et avoir mieux que le SMIC. D'accord. Damien McCone, quel rôle est-ce que le ministère du Travail doit jouer en ce moment-ci, quand on parle de surveiller l'application du SMIC? Alors, qu'est-ce qui est attendu du ministère du Travail et de la Sécurité sociale? Vous permettrez que je revienne sur un détail. Allez-y. Parce que, je le dis toujours, notre rôle lorsque nous venons sur un plateau, c'est aussi d'aider ceux qui nous écoutent à avoir la bonne information. Alors, il faut que les Camerounais, à la question de savoir si le SMIC qui accourt aujourd'hui au Cameroun est normal ou alors est celui qu'on peut avoir, il faut aller chercher dans comment on détermine le SMIC. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Lorsque vous êtes dans un pays, que vous avez la charge de déterminer le salaire minimum, qu'il soit interprofessionnel garanti ou alors le salaire minimum indexé sur la croissance, vous procédez en 3 étapes. La première étape, c'est les enquêtes de terrain. Les enquêtes de terrain vous permettent de vous renseigner sur le budget des ménages, sur le revenu des ménages. Deuxième étape, c'est l'enquête auprès des marchés. Ces 2 enquêtes vous permettent d'aboutir à voir comment la demande évolue en fonction du revenu. C'est-à-dire que ça, c'est l'élasticité de la demande par rapport au revenu. Alors, lorsque vous avez fini cela, la 3e et dernière étape, c'est d'amener à la table de concertation les 2 protagonistes, ceux qui payent et ceux qui reçoivent. Et donc, lorsque vous les amenez à la table de négociation, les uns vous disent, nous croyons que pour pouvoir vivre minimalement, il nous faut 100 000. Et les autres vous disent, nous ne pouvons garantir que 60 000 ou 80 000. Et là naît donc l'arbitrage du gouvernement sur la base de l'effet d'une augmentation sur la demande. Je rappelle que lorsque Paul Bacon, en 50, définit le SMIC français, il part d'une France qui sort de la Deuxième Guerre mondiale, fortement perturbée, mais qui est en train d'entrer dans les 30 glorieuses. Et donc, il va de l'hypothèse que l'augmentation des revenus va entraîner une augmentation de la demande. Et donc, après avoir suivi scrupuleusement ces 3 étapes, je ne dis pas qu'il faut absolument le faire, mais jusqu'à l'heure actuelle, c'est la démarche qui a été éprouvée par ailleurs. Et donc, on ne peut pas répondre à la question de savoir est-ce que le SMIC de 41 000, les SMIC de 41 000, 45 000, 60 000 conviennent au Cameroun si on n'est pas passé rigoureusement par soit ces étapes, soit des étapes comparatives. De ce sujet avec le rôle du ministère, le rôle que doit jouer le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le rôle que doit jouer le ministère du Travail, ce n'est qu'un rôle de contrôle. C'est-à-dire que, je vous ai dit la fois dernière sur ce plateau que il y a une grande entreprise française qui a vendu ses actions et qui est en train de partir. Et qui a mis en difficulté 399 Camerounais à qui il a demandé, sur le fondement de l'article 42 alinéa 1 du Code du travail, de demander à ce qu'elles soient d'abord, ces employés, qu'ils soient d'abord licenciés, comme le permet cet article-là, qu'on leur paye leurs droits avant de les reprendre dans la nouvelle entreprise qui est MSC. Alors, lorsque les gars ont signé ce papier, la DRH leur a dit, ok, nous avons pris acte de votre demande à être licencié, on vous licencie, mais allez vous débrouiller. Si vous voulez que MSC vous recrute, vous faites des demandes et vous déposez. Donc, le ministre, et il se dit que le lendemain de la signature de ce courrier, les responsables de Bolloré sont allés au ministère, ils ont fait ce qu'ils ont fait là-bas et le ministre est resté tranquille. Le rôle du ministre, comme le disait l'aîné du SDF, je n'en sais rien. Le rôle du ministre, comme le disait l'aîné du SDF, est de protéger sa population. Le rôle du gouvernement, c'est de protéger la population. Il est du SMIC comme du prix du taxi. Vous avez vu dernièrement, on a dit le taxi c'est 300 francs pour vous et moi, 250 pour les étudiants. Madame Ganze, qui va aller dire à un taximan que voilà un étudiant prend 250? Il y a des cadres. Non, non. Ça ne sert à rien, personne ne va le faire. Le gouvernement édicte là une mesure qu'il n'est pas capable de contrôler.
vous pensez vraiment, vous édictez une loi en comptant sur la bonne foi de ceux qui vont l'exécuter, alors que par principe, vous savez que les lois existent parce que les gens refusent. Dans le cas du taxi pour les étudiants, on sait quand même que les étudiants de l'université de Douala ont des cartes d'étudiants qu'ils peuvent présenter. Que devrait faire le gouvernement pour surveiller effectivement l'application des 250 francs CFA pour les étudiants? Le gouvernement doit édicter des mesures qu'il est capable de contrôler. Si vous n'êtes pas capable de contraindre les taximens, de prendre 250 aux étudiants, vous n'édictez pas ce genre de mesures. Ça, c'est une première chose. C'est la même chose pour ce qui est du SMIC. Vous ne pouvez pas venir dans un contexte où vous avez vous-même introduit dans le code du travail que le salaire est le résultat de la négociation entre le faible, qui est celui qui cherche le travail, et le fort, qui est celui qui donne le travail. Et vous considérez en même temps que si le résultat de cette négociation est en deçà d'un certain montant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'y pourrez rien. Puisque lorsque vous demandez à un chercheur d'emploi d'aller négocier avec André Dutermeka, qui est directeur d'entreprise, lui, il sait qu'il a les coups de frange. Il peut donc te donner 30 000 francs. Si tu te lèves pour aller à l'inspection du travail, il peut donner à l'inspecteur du travail 50 000, il se tait. Quand même l'inspecteur voudrait le faire, voudrait venir lui tirer lui remonter les bretelles, il te dira, mon cher ami, comme tu es parti voir l'inspecteur du travail, le mois prochain, tu es licencié. Je veux juste préciser à l'attention des téléspectateurs que Mars Wabo du MRC est également attendu. Allez-y, André Dutermeka. Je voudrais préciser que il est important de comprendre que ce n'est pas au gouvernement seulement de faire le contrôle. Le contrôle est l'apanage de tous les Camerounais. D'ailleurs, lorsqu'une loi est divulguée, les citoyens doivent s'approprier cette loi. Et cette loi est divulguée pour la conscience collective, n'est-ce pas, des citoyens. Donc, lorsqu'on veut toujours, parce qu'on veut tenser le gouvernement, parce qu'il faut se montrer opposant, dire que c'est le gouvernement qui doit faire le contrôle, oui. Mais tous les Camerounais doivent, n'est-ce pas, faire le contrôle de cela. Et je voudrais encore dire qu'il y a une sorte de négociation, de médiation entre l'employeur et l'employé, et entre celui qui achète. Vous allez constater qu'au Cameroun, il y a une négociation même dans l'achat. Quand vous arrivez, on vous dit c'est 500 francs, vous dites que c'est 300 francs, et vous pouvez trouver une médiane et vous achetez. Donc, il ne faut pas penser que tout est bloqué, tout est strict, non. Il y a une sorte, n'est-ce pas, de flexibilité dans, n'est-ce pas, les achats, dans, n'est-ce pas, l'offre et la demande. Alors, pour sortir de ce sujet, Dr Lumari Kagde, qu'est-ce qui est attendu du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour l'application de ce SMIC? Qu'il fasse son travail. Et il y a une manière au Cameroun de rejeter les responsabilités que tout le monde doit faire. Il y a des gens, et on parle du travail là, il y a des gens qui sont payés pour le faire. Il faut le dire. Et ils ont un salaire pour ça. Ils ont des avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Et ils ne peuvent pas en profiter et dire tout le monde doit faire. Tout le monde ne doit pas faire. S'ils ne le fassent pas, qu'ils dégagent. Et nous sommes dans cette mouvance-là. Il faut qu'on le dise de façon claire. Ensuite, il ne faut pas qu'on laisse des contre-vérités. Le travail partiel n'est pas que certains travaillent en journée, d'autres travaillent la nuit. Au Cameroun, on doit faire 8 heures par jour. Et donc, quiconque fait ces 8 heures, que ce soit la nuit ou le jour, est à temps plein. Et donc, travail partiel veut dire que vous travaillez moins de 8 heures. Mais les 24 000 dont il était question, c'était même l'abus. C'est-à-dire des gens qui travaillent plus de 8 heures avec des heures complémentaires et qui travaillent 6 jours sur 7. Donc, il faut qu'on se comprenne. Et c'est l'État du Cameroun qui laissait faire. Parce que la loi, il faut regarder dans la loi, les avantages qui sont offerts à ces sociétés-là, si je ne prends que 2022, on leur a donné 7 ans d'exonération de tout impôt et on leur a donné 3 ans de gel de dette fiscale. C'est-à-dire que même s'ils ne payent pas les employés là et tout ça, on a géré ça pendant 3 ans. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas être d'accord avec le gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas donner tant d'avantages dans la loi à des entreprises et en contrepartie, sur le plan social, l'État, c'est-à-dire maintenant l'État, vous et moi, n'en profite pas. Quelle est l'opportunité de donner 2023? Qu'est-ce qu'on a dans la loi? Dans la loi, pour tout ce qui concerne les entreprises agricoles et autres, là, on a mis dans l'article 120 à 124 beaucoup
d'exonération pour tout ce qui concerne les entreprises agro-industrielles, mais en retour, on nous met un SMIC à 45 000. Et donc, l'État du Cameroun, le citoyen gagne quoi dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'on enrichit certains individus? Parce que si on prend simplement le cas du Covid, lorsque l'on donne l'autorisation à 7 individus, 7, je compte sur mes doigts, d'importer 200 000 tonnes de riz, on fabrique des milliardaires là, tout de suite. Et donc, ils ne repartissent rien. Au Cameroun, on laisse le poisson à un individu, on ne repartit pas ça, on laisse le lait. Je peux prendre tous les secteurs, madame. Et donc, on ne peut pas fabriquer des patrons multimilliardaires et estimer que sur le plan social, on demande trop que de demander une répartition. Quand vous prenez un secteur où, par un individu brasse 200 milliards, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas payer équitablement les salariés. Et c'est l'État du Cameroun qui fabrique ça. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord. Et le rôle de l'État du Cameroun, c'est ça. Le rôle de l'État du Cameroun, c'est de... L'État a 3 fonctions. Si on prend certaines théories économiques, et la redistribution fait partie d'une fonction capitale de l'État. Au Cameroun, ça pose problème. Et c'est pour ça que nous sommes contre. Je voudrais rapidement je suis sujet. Très fier de constater qu'il remarque qu'il y a le travail à temps partiel. Et dans le travail à temps partiel, il y a, n'est-ce pas, un salaire qui doit être fait au prorata du travail qui est rendu, notamment à la tâche. Ça peut se faire. Mais ce n'était pas le cas. Je voudrais également dire que quand il dit qu'on fabrique les milliardaires qui se font beaucoup d'argent, je ne sais pas si on a un capitaine d'industrie qui est pauvre dans le monde. Donc, ce sont des évidences que lorsque quelqu'un fait de l'entreprise, il devrait créer des richesses, il devrait être riche. Peut-être le problème... Là, il a parlé de fabrication de milliardaires, c'est-à-dire ce que l'État fabrique. Oui, il faudrait qu'il en apporte... Avec l'argent de tout le monde. La délégitimation qu'il apporte, n'est-ce pas, des capitaines d'industrie, il faudrait qu'il apporte les preuves que, n'est-ce pas, c'est une fabrique sociale et que c'est une fabrique, n'est-ce pas, Mars 2022, mais ce soyons concrets. Moi, je suis factuel. Si vous attaquez à nous, quand vous étiez en train de parler, moi, je vous écoutais. Non, laissez-moi finir. Non, attendez, laissez-moi finir. Mars 2022, le ministre des Finances Docteur Kade, laissez-moi d'abord finir. D'importer 200 000 tonnes de riz. Je vous donne des évidences. Et je peux donner la date. 25 mars 2022. D'accord. Allez-y. 2021, pardon. Parce que c'était en plein Covid. Allez-y, André Lutemeka. Je voudrais dire que nous sommes dans un système libéral où il y a l'entreprise, on doit entreprendre, l'État accompagne, n'est-ce pas, les investisseurs. Donc, je suis surpris que lui qui connaît ces choses-là vienne critiquer, n'est-ce pas, l'accompagnement que l'État fait aux capitaines d'industrie. C'est tout à fait normal. Ce que je recuse ici, c'est de faire croire aux Camerounais qu'on a sorti les milliardaires des chapeaux et qu'ils se font de l'argent sans redistribuer. Ils ont, n'est-ce pas, des taxes qu'ils payent, qui reviennent à l'État. Ils ont des employés qui payent aussi de façon décente. C'est un peu cette nuance-là que je voulais relever. Oui. Ce n'est pas vrai, s'il vous plaît. Ne laissons pas passer des choses. Quand l'État du Cameroun, le 25 mars 2021, demande à 7 sociétés d'importer 200 000 tonnes de riz, c'est avec toute exonération. C'est-à-dire que ça traverse la douane, ça traverse le port sans rien payer. Il faut prouver. Il faut prouver. C'est dans le prouver. Je donne un décret, un arrêté du ministre. 25 mars 2021. Soyons factuels. Il y a des exonérations. Lorsque les importateurs ont menacé d'affamer les Camerounais, ça c'est les meuniers. C'est aussi un communiqué. Ils ont dit qu'ils vont affamer les Camerounais. Vous livrez dans des déclarations qui ne sont pas vraies. Laissez que je le dis, je les ai interpellés en ce moment-là. Quand ils ont menacé de ne plus importer, est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont affamer les Camerounais? Ils ont dit qu'ils n'importeraient plus le blé. Si le Cameroun, si l'État n'accédait pas à leur demande, qu'est-ce que l'État a fait? L'État leur donne 80% d'exonération. Donc, tout ce qu'on dit fiscal et tout ça, ça n'existe pas. Et donc, nous devons être clairs là-dessus. La fiscalité n'existe pas. Quand on a exonéré 80%, je parle ce sont des mesures ponctuelles par rapport à une certaine situation, par rapport aux pénuries ou par rapport à une crise. Ça apporte quelque chose au fisc. Ça n'apporte pas quelque chose au fisc. Je vous dis que ce sont des mesures ponctuelles. Soyons, oui, par rapport à des crises. Et donc, je voudrais être clair avec vous. Je voudrais être clair avec vous que nous sommes, pour tout ce qui vient de l'Union européenne, il y a des accords APE.
entre le Cameroun et l'Union européenne et que les produits qui entrent au Cameroun sont exonérés de tout. Donc faites pas comme si la compensation doit exister. Et l'État ne peut pas être simplement pro-patron. L'État doit penser aux consommateurs, l'État doit penser aux citoyens. Et c'est de ma responsabilité en tant que responsable politique de la gauche et du centre-gauche de dire que je ne vois pas la part des citoyens, la part des consommateurs dans les décisions de l'État. D'accord. Je voudrais dire que ce n'est pas parce qu'on parle fort qu'on a raison, ou parce qu'on dit vrai. Ces mesures que vous êtes en train de dicter sont des mesures qui ont été prises à des situations ponctuelles. Pendant la Covid et pendant un certain nombre de crises qu'il fallait accompagner, n'est-ce pas, les investisseurs privés. Donc, il ne faudra pas faire comme si c'était pas la PE. Oui, mais c'était des mesures conjoncturelles. C'était des mesures conjoncturelles. Pas la loi de finances 2023. Non. Oui, ben, écoutez, rapidement, on va sortir de ce sujet. Sur ce débat, je vois d'une part quelqu'un qui essaye de défendre sa chapelle et d'autre part quelqu'un qui croit devoir parler au peuple qu'il veut diriger demain, mais quand même avec un peu, rappelons-le, avec un peu de populisme. Parce que pour ce qui est parce que je suis déclaré en douane, donc un peu de populisme. Donc oui, donc il y a des choses que je peux laisser passer comme ça. 165 francs le kilo de riz. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Ensuite, il faut préciser quand même, une ou deux petites choses. Lorsque l'État a décidé de faire en sorte que... Non, si on dit que c'est faux, on me donne l'autre. Il ne faut pas simplement déclarer. Dites-moi combien ça... Il veut dire quand le kilogramme de riz sort du port... C'est 165 francs. Du port autonome de Douala. Je peux donner le prix des produits pétroliers. On ne parle pas des prix sur le marché. Oui, il faut me donner le prix. Il a des documents. Je ne sais pas lui donner. Bien sûr, je vous donne les documents. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Monsieur Damien m'accorde la parole. Non, il dit que c'est faux. La valeur imposable, monsieur Kagde, la valeur imposable d'un kilogramme de riz importé au Cameroun, valeur imposable, c'est-à-dire cost insurance and freight, est supérieure à ce que vous êtes en train de dire, seulement la valeur imposable. C'est-à-dire que lorsqu'on y applique les droits de douane par rapport au prix free on board, freight, et insurance, vous ne pouvez pas avoir 165 francs. Ça, c'est un détail. Je ne voudrais pas qu'on entre dans ces détails. Maintenant, deuxième chose, le riz qui a été importé pendant une période, je suis d'accord avec vous qu'on aurait pu laisser plus de 7 personnes l'importer, mais il répondait à un besoin prévisionnel, je veux dire à une situation prévisionnelle de pénurie de riz local. C'est pour cela que ça a été fait. Maintenant, donner la responsabilité à 7 personnes seulement de l'importer, ça c'est une chose. Et je finis en disant... Ce n'est pas vrai. De partir de 2008, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait quand il y a eu crise et les émeutes de la faim? Le chef de l'État a exonéré des produits de première nécessité. Il faudrait que nous soyons clairs sur cette chose-là. Ne faisons pas l'économie surréaliste. Soyons clairs. Docteur Kagde. Je vous donne les chiffres. Docteur Kagde, est-ce que vous savez, vous venez de dire que les produits APE qui viennent de l'Union européenne sont exonérés de toutes les taxes. Pas APE. Est-ce que vous savez que ce n'est pas exact? Le riz. Je rappelle que les produits APE actuellement au Cameroun sont de 3 catégories. Il y a la première catégorie qui est à 100%. 100% du tarif extérieur comme un DDI. C'est-à-dire que là où on appliquait 30%, on n'applique plus. La deuxième catégorie à 75%. Ça veut dire que là où on appliquait 75%, on applique 25% de 30%, pardon. Mais à cela, il faut ajouter, lorsque vous prenez l'assiette de taxation, il faut ajouter 17,5% de TVA, il faut ajouter 10% de précompte si vous n'êtes pas au régime du réel, donc simplifié ou les autres régimes. Et TVA, il faut ajouter plus la douane. Ne mélangeons pas 20 choses à la fois. TVA, c'est plus la douane. Nous sommes là déjà dans autre chose qui est les impôts. Ne mélangeons pas 20 choses à la fois. Je dis très clairement, de 2008 à 2018, le président de la République a exonéré au Cameroun tout ce qui était produit de première nécessité. À partir du Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne, il y a encore des exonérations. Docteur, et c'est clair dans vous connaissez la différence qui existe entre une exonération et un abattement? Vous connaissez la différence? Je parle clairement d'une période. L'exonération, vous savez ce qu'on appelle l'exonération? L'abattement est dans la loi. L'abattement est dans la loi. Et l'abattement, et je vous observais simplement que impôts, TVA et douane, ce n'est pas la même chose. Donc, si nous parlons de l'assiette taxable, nous parlons de l'assiette de douane.
Parce que ce qui Je vous parle importe, de douane, oui c'est ou non? lorsque la marchandise franchit le territoire de la CEMAC, puisque nous avons le même tarif extérieur commun, qu'est-ce qu'elle paye? Je vous dis, en APE Groupe 1, elle paye 0% en DDI. Elle paye 10% en précoce. On a quoi dedans? C'est ça qui est important. Parce que non, nous avons des... Le groupe 1, c'est 10 052 produits, je ne peux pas les citer Alors, ici, nous sommes en train docteur. de parler des produits de première nécessité. Et ça a été négocié au Cameroun. Comment vous faites comme si on veut tout dire? Tous ces produits, j'ai parlé du riz, je peux parler des autres produits de première nécessité. Mettez dedans la farine ou bien mettez dedans le blé. Qui vient pour la plupart aussi de la zone de l'Union européenne. Mettez tous ces produits et vous me dites combien est-ce que l'on paie. Donc tout ce que vous dites ne concerne pas le débat en cours. Le débat est clair sur un champ précis. Et sur ce champ-là, moi j'ai des chiffres du port autonome de Douala. Et je peux vous dire en temps réel ce qui sort du port autonome de Douala. Je vous donne des références. Et donc, ne mélangeons pas plusieurs... D'accord. Nous disons clairement que... Juste 30 secondes. Lorsque on vous donne un chiffre qui vient du port autonome de Douala, il faut encore savoir de quoi il s'agit. Je dis le prix qu'il veut afficher, c'est un prix qui existait avant. Et ce n'est pas un prix un coût de revient. C'est un prix sur lequel, c'est une base sur laquelle on applique les droits de douane. C'est une base. C'est-à-dire qu'on considère que vous avez acheté ce téléphone à 100 francs, vous l'avez transporté à 50, vous avez payé une assurance transport de 25, ça fait 175 francs. Et le gouvernement vous dit, on doit donc appliquer sur ce cost insurance and freight un certain montant de taxes qui peut être dégrévé. Il y a des abattements qui peut être, dont une partie peut être exonérée partiellement ou totalement. Et en l'espèce, je dis actuellement, la VI qui a cours pour ce qui est du riz est supérieure à 165 francs. Merci. Alors, boycott de certains artistes dans la diaspora, le phénomène refait parler de lui, né à la suite de l'élection présidentielle de 2018 et porté par des activistes de la diaspora regroupés au sein d'un mouvement baptisé Brigade Anti-Sardina d'Abrégé Basse. Le boycott frappe aujourd'hui 2 artistes camerounais censés se produire en Europe en avril et en fin mars. On part avec vous, André Luther Meka. Comment est-ce que vous analysez ces nouvelles sorties boycott de la Basse? Ça va faire quelques semaines qu'on n'avait plus justement entendu parler du mouvement. Je suis très déçu de ce spectacle désolant que les Camerounais livrent en Hexagone. Déçu parce que nous devons avoir, n'est-ce pas, des attitudes tampons sur un certain nombre de choses, notamment la culture. La culture n'a pas de race, la culture, notamment la musique, n'a pas d'ethnie. La musique, n'est-ce pas, nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir nous fusionner et de pouvoir être heureux. Donc je suis déçu que des Camerounais qui savent très bien que les artistes ne représentent aucune tribu, les artistes représentent l'art, représentent le Cameroun, puissent agir de la sorte. Et je voudrais dire que je suis d'autant plus déçu que certains ont pris le malin plaisir d'orienter leur bataille politique sur les artistes. Parce que, comme vous pouvez le penser, tout cela émane de 2018 avec le mot d'ordre qui a été fait par la base de sanctionner les artistes qui ont presté à la victoire du président Paul Biya. Il y avait un certain nombre d'artistes qui étaient blacklistés, comme on dit, et qui ne devaient pas, n'est-ce pas, prester en Hexagone. Je crois qu'ils ont mis leurs menaces en exécution et ils empêchent, n'est-ce pas, les artistes de prester. Je suis vraiment malheureux de constater qu'ils persistent dans cette lignée. Et j'ai toujours dit, et je le répète, j'accuse le MRC. J'accuse le MRC. Malheureusement, le représentant du MRC n'est pas là parce que tout ce qui a été entrepris dans ce sens a été cautionné par le leader du MRC. Et cela a aussi été cautionné. Le MRC a quand même fait des communiqués pour se dissocier pour dire effectivement que la base n'était en rien liée au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bien évidemment, mais il y a une sorte de, j'allais dire, d'intelligence. Il y a une sorte d'intelligence, il y a une sorte de connivence entre la brigade anti-Sardina et le MRC. Notamment que les mêmes acteurs se retrouvent dans les marches en Hexagone, notamment
pour déranger le cortège du président, les mêmes acteurs se retrouvent dans la dynamique, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent le chassement. Les mêmes acteurs se retrouvent également dans la base. Cette confusion de genres, et notamment ce mélange, n'est-ce pas, d'activités sur le plan politique, fait en sorte qu'on puisse accuser le MRC. Donc, j'ai Salomon Tchapchet, Yemta, Kamta et tout ça doivent comprendre que le Cameroun doit rester. Est-ce que vous avez pu voir leurs cartes, des cartes qui prouvent effectivement qu'ils sont militants du MRC? Le problème n'est pas d'être militant du MRC. Vous pouvez être de la société civile et accompagner un projet politique. Et je crois que c'est ce qu'ils font. Puisque naturellement, si vous interdisez les artistes de pouvoir prester pour le président Paul Biya, ça veut dire que vous donnez une conduite politique à tenir. C'est un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre est en faveur de qui? Pour quel ordre politique, pour quelle idéologie politique, si ce n'est que l'idéologie du MRC? Je crois que c'est une désolation de constater que les Camerounais se livrent en spectacle en France. Et je voudrais appeler mes frères, notamment de la base, à la retenue et de savoir que le Cameroun a besoin de tous ses enfants et que nous pouvons, n'est-ce pas, être ensemble, même si nous ne partageons pas les mêmes idées. Alors, Dr Louis-Marie Cagde, dans l'analyse de ce phénomène, je veux dire le boycott tel que vécu actuellement, pensez-vous que le facteur tribal doit être pris en compte? Peut-être dans une certaine mesure. Moi, j'ai été très choqué par ces actions-là, parce que sur le plan de la démocratie, cela pose deux problèmes. Et comme nous disons toujours, on ne se bat pas contre un système pour donner au Cameroun et aux Camerounais un autre système pire que ce qui existait auparavant. Et le respect de l'intégrité physique et morale des adversaires politiques est une obligation. C'est une obligation. Et donc, ce n'est pas parce que des artistes qui font leur travail, on ne peut pas dire autre chose que ça. Nous connaissons le phénomène de cachet dans notre pays. Et donc, les artistes qui ont été invités à une manifestation soient aujourd'hui pris pour partie. C'est très choquant. C'est très choquant. Et même si ces artistes-là avaient que les cartes des autres partis, et notamment du RDPC, ce serait aussi très choquant du point de vue de la démocratie que l'on s'attaque à l'intégrité morale. Je parle de l'intégrité morale parce que bien avant la famille Deka, nous on a vu Katino qui s'est mis à genoux pour demander pardon. Moi, ça m'a extrêmement blessé, ça m'a choqué. Elle a fait son travail et les partis de l'opposition comme les nôtres ou comme le mien n'ont qu'à l'inviter aussi. Je veux dire, que font justement les autres partis dans ce mouvement-là? On n'a pas beaucoup entendu le SIF, on n'a pas beaucoup entendu le PCRN, on n'a pas beaucoup entendu les autres partis politiques. Vous savez que le SDF paye le prix de l'abandon d'une espèce de ligne extrémiste et radicale qui a existé dans les années 92 et qui aujourd'hui nous divise en interne de façon sérieuse. Vous êtes probablement au courant des débats en interne au SDF où des gens pensent qu'il faut renforcer cet extrémisme et ce radicalisme. Je vous informe. Et donc, il y a deux lignes. Il y a des gens qui disent qu'il faut renforcer cet extrémisme et ce radicalisme. Et donc, ils sont beaucoup plus proches de ce genre d'intolérance. Parce qu'en démocratie, il s'agirait de l'intolérance politique. L'intolérance politique qui est aussi inacceptable. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous puissions tolérer des sons discordants et des divergences sur des sujets et sur même les opinions. Et donc, ça ne s'est pas fait. Et donc, moi, j'appartiens plutôt à une autre ligne, à un autre courant qui promeut le respect de l'intégrité physique et morale, qui promeut la tolérance politique. Ce n'est que dans ces conditions-là que nous pouvons plus tard avoir un pays prospère et donc un pays où chaque citoyen exprime sa pleine citoyenneté. Et donc, nous,
on a été vraiment très choqués. La ligne extrémiste radicale est une ligne qu'on ne suit plus. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être je reviens sur un autre débat qu'on a eu à l'entame avec les ambassadeurs. Depuis quand est-ce que le SDF, bon, c'est une petite parenthèse et on va y aller rapidement, depuis quand est-ce que la ligne du radicalisme, depuis quand est-ce que le SDF ne suit plus la ligne du radicalisme? Le SDF, le chairman a clairement rejeté l'offre des ambazoniens allant dans le sens de l'extrémisme et de la radicalisation. Et ça y est pour ça que peut-être nous sommes pris à partie dans cette partie du pays. C'est un choix politique qui était très dur, un choix politique que nous payons parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'on a perdu notre fief, mais c'est un choix républicain. Et donc, on ne peut pas être pour le Cameroun et en même temps soutenir l'intolérance entre les Camerounais. Je prends cette période-là claire, qui est une période qui tourne autour de 2016-2017, pour vous dire que 2016-2017, le tournant a été opéré et notre programme, le programme Notre candidat pour 2018 était très clair. C'est un programme républicain, c'est un programme où on s'attaque à nos adversaires, non pas pour les raisons de leurs origines ou pour des raisons identitaires, mais pour des bilans qui sont clairement mitigés. Alors, je ne veux pas parler, je ne parle pas de ce qui se passe avec les ambazoniens, entre guillemets. Je reste sur le power to the people tel qu'on a toujours connu le SDF. Le SDF qui change finalement de ligne, c'est une parenthèse, on va y aller rapidement, c'est pas le sujet. Est-ce que ça vous a servi ? Si je me réfère à l'élection de 2018. Quand vous faites des réformes structurelles, ça ne paye pas à l'immédiat. D'accord. Ça paye à court et moyen terme. Et donc, nous allons au Congrès et on a des échéances de 2025 et d'autres échéances qui arriveront, par exemple, pour les élections locales et des élections présidentielles. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourrait faire une évaluation. Mais ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se sentent soulagés. Parce qu'à l'aide de l'extrémisme, il y a aussi au sein du parti au pouvoir une aile très extrémiste qui existe. Donc à l'aide de l'extrémisme au sein du parti au pouvoir et un autre extrême au sein de l'opposition, il y a au moins, si on prend le fichier électoral, 3 millions de Camerounais qui ne se reconnaissaient pas dans tout ça. Et donc, si vous voyez les personnes qui partent aux élections depuis peut-être 2007, vous verrez qu'il y a toujours environ 3 millions de Camerounais qui ne votent pas. Et c'est important de les prendre en considération et de considérer que l'extrémisme n'est pas ce que les Camerounais nous demandent. Aujourd'hui, il faut, pour ce qui nous concerne, nous, Parti social-démocrate, répondre aux préoccupations quotidiennes des Camerounais. Je parlais du pouvoir d'achat, il nous faut défendre les travailleurs, il nous faut défendre les laissés pour compte, il nous faut défendre les faibles, c'est pour ça que mon positionnement est clair sur ce plateau, il nous faut défendre les consommateurs, il nous faut défendre ceux qui aujourd'hui sont la cible d'une certaine élite que Charles Ateba est né de regretter mémoire appelée une élite prédatrice. Alors, Damien Macron, revenons justement sur le boycott de certains artistes dans la diaspora, comment est-ce que vous analysez le fait que ces nouvelles sorties de la base sur les cas Coco Ajanté et Bendeka soient justement associés à du tribalisme? Alors, avant de répondre à cette question, vous devrez vous habituer désormais à cela. Je vole au secours du MRC parce que le président national de ce parti s'est clairement détaché de cette organisation et j'ai suivi encore hier soir Madame Sandy Boston, une des figures de cette organisation La Base, répondre de façon véhémente au premier vice-président du MRC, M. Ateba, Joseph Ateba, oui, qui leur demandait de se calmer parce que là, il déborde un certain nombre de limites. Donc, de mon point de vue, le flou que le RDPC veut entretenir sur la base et un parti politique d'opposition sert leurs intérêts à eux et pas les intérêts de l'opposition. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pourquoi est-ce que cela peut être attribué, associé à du tribalisme? Je n'ai pas tous les éléments, mais je crois qu'il y a eu des artistes qui ont presté en hexagone dernièrement. Il y a eu des artistes qui ont presté en hexagone et il s'avère que 3 de ces artistes venaient d'une certaine région du Cameroun. Et lorsqu'après, d'autres artistes viennent demander à prester et qu'on leur demande, on le leur interdit, ça peut prêter à confusion. Mais je ne veux pas qu'on amène le débat là-bas. Je préfère rester sur les principes comme le représentant du SDF et dire que
Nous sommes contre toute forme de violence au PCRN. Qu'elle provienne de la base qui intimide les artistes ou qu'elle provienne de ceux qui veulent qu'on réponde à ce genre de choses par la violence. Je leur demande, chaque fois que vous êtes dos au mur, comme le RDPC nous a mis dos au mur depuis 41 ans, vous devez puiser au plus profond de vous la force nécessaire pour pouvoir l'affronter sans violence. Ça se passe dans les urnes, ça se passe sur les plateaux en convainquant les Camerounais que nous avons une meilleure alternative. Donc, aujourd'hui, des gens, au nom de ce qu'ils réclament une meilleure gouvernance au Cameroun, croient qu'ils doivent employer la violence. Nous ne pouvons pas le cautionner. J'ai d'ailleurs dit sur un plateau concurrent la fois dernière qu'en plus du fait qu'ils ne doivent pas employer la violence, ils doivent éviter surtout de l'employer lorsque le premier citoyen du Cameroun se déplace pour aller à l'étranger. Ils peuvent, par d'autres moyens, par d'autres voies diplomatiques, etc., demander à ce que le premier citoyen de ce pays n'aille pas séjourner 30 jours, 15 jours, 30 jours dans un grand hôtel suisse. Je suis d'accord. Mais de là à devoir jeter des pierres à la fenêtre du président de la République, je ne suis pas d'accord avec ce genre de posé. Pourquoi? Parce que la République que nous aspirons à gouverner, c'est une République qui sera respectueuse des lois et des nouvelles lois que nous allons mettre en place pour amener le pays vers la prospérité. Il n'est donc pas possible que nous cautionnions que des gens procèdent par la violence. La violence, nous l'avons vécue pendant 41 ans. Nous autres n'avons vécu que la violence. La violence des gens qui se gobergent avec l'argent de l'État sans laisser quelques miettes aux autres. La violence de ceux qui nous interdisent de marcher. La violence de ceux qui nous interdisent même de parler sur les plateaux télé. On ne va donc pas les demander à les remplacer par d'autres personnes qui, elles aussi, viendront avec la violence. Pourquoi? Je termine par là. Oui. Vous avez vu Mama Katino poser deux actes. Le premier acte, c'est qu'elle a pondu une vidéo dans laquelle elle condamnait les milliers de morts de la crise anglophone. C'est louable. Après, elle donne un concert à Yaoundé, elle demande 1 minute de silence pour les morts du Nozo. Très louable. Madame Lady Ponce s'en va prester à la Pigalle en France, elle demande 1 minute de silence pour les morts du Nozo. C'est louable. Sauf que cela procède de quoi? C'est Sandy Boston qui nous le dit. Elle dit que le président Hamoud a créé un groupe WhatsApp dans lequel il a mis les gars de la base et les producteurs de spectacle. Et chaque fois qu'un producteur veut faire prester un ou une artiste, il demande à la base ce que l'artiste doit faire. Et donc, ces revendications, ces minutes de silence procéderaient donc de l'intimidation. Si sur le principe, on est d'accord que cela doit se faire. Tout le monde doit condamner ce qui se passe dans nos eaux. Mais si cela procède d'une intimidation, je suis contre. Parce que les artistes doivent être libres de leur positionnement. C'est pour cela que je dis, pour conclure, qu'il y en a marre de la violence de la base. Dans tous les cas, ce n'est pas une provocation, mais nous, notre président, de temps à autre, fait des tournées en Europe pour constituer le parti. Qu'ils essayent, ils verront. Alors, je propose qu'on prenne ces réactions de Camerounais avant de revenir avec André Luther Meka sur ce qui se passe actuellement avec le boycott de certains artistes dans la diaspora. On prend les réactions de Camerounais, on se retrouve rapidement ici. Moi, je pense qu'il faut que les Camerounais Eric, coupe mon micro, comprennent une chose. Il ne faut pas toujours penser à la diaspora qui est en France. Nous devons faire nos choses ici. Si nous ne pouvons pas faire nos choses ici, sachant l'actualité aujourd'hui, le contexte que nous vivons, n'est pas bon, autant mieux faire les choses sur nous. J'ai dit, il y a eu un journaliste qu'on a lapidé dans notre pays. Et il est hors de question que ces gens qui sont les musiciens n'interviennent pas. Mais ils sont prêts à aller en Europe pour aller se faire entendre les musiques que les gens viennent. Là, ce n'est pas normal. Je suis d'accord avec ceux qui disent, s'il fait ça, ils vont boycotter. Et je suis d'accord. Parce que le problème du Cameroun, regarde tous les Camerounais. Et c'est un problème, ce n'est pas pour lui seul. Demain, ça sera nous aussi, moi. Peut-être qu'un autre. Alors c'est un travail qu'il faut que tout le monde se mette la main dans la pâte pour essayer d'enrayer ce genre de mentalité que certains Camerounais veulent utiliser en nous faisant croire que ça marche alors que ça ne marche pas. Merci. Bendeka est libre de chanter où il veut. Et ceux qui veulent boycotter,
si c'est une doctrine boycottée, pour qui continue à boycotter, mais il continue, Bendeka va continuer à chanter. Je pense que c'est une bonne chose qu'il chante. Non, mais ces artistes qui sont menacés de boycott de la diaspora, ils ne récoltent que ce qu'ils ont semé. Ah oui, donc moi je ne vois pas là où il y a problème, ils récoltent que ce qu'ils ont semé. Parce que s'ils n'avaient pas, si eux-mêmes ne se reprochaient pas de quelque chose, s'ils n'avaient pas vraiment posé des actes vraiment, je ne sais pas, la diaspora ne pouvait pas les interdire de venir faire des concerts en Europe. Puis c'est de temps, puisque c'est la diaspora là qui les fait manger. Est-ce qu'eux-mêmes là, s'il faut compter que sur la musique au Cameroun, ils peuvent manger quoi? Ils ne peuvent rien manger, c'est la diaspora. Donc ils ont le droit de négocier, de demander même pardon à la diaspora. C'est la diaspora camerounaise qui les fait manger. Parce qu'il faut compter que rien qu'ici au Cameroun, pour dire qu'ils vont vivre de leur art, c'est que ça ne vaut pas la peine. La culture ne devrait pas être mélangée à d'autres dérives de la société. Parce que si l'on mélange la culture à d'autres dérives de la société, je pense que c'est une société qui meurt. Pour moi, c'est une société qui meurt. Et on s'est rendu quand même compte depuis des décennies ou des lustres que la plupart des pays occidentaux ont véhiculé leur culture, ce qui a permis à ces sociétés aujourd'hui de tenir jusqu'à ce moment. Et la culture de ces sociétés a impacté énormément dans nos propres cultures, au point où on est en train d'abandonner nos propres cultures. Mais je pense que ce que nous devrons faire dans ces conditions-ci, c'est de faire asseoir des gens de divers horizons et de laisser un message de paix. Un message de paix. Parce qu'on se rend de plus en plus compte que les gens, ce qui frustre les gens, c'est les problèmes de paix, les problèmes de pauvreté, les problèmes de société que nous vivons tous les jours, l'insécurité et tout. Quand les gens voient que tout ça, il n'y a pas de solution à tous ces problèmes, sur la sécurité, sur la pauvreté, sur la vie chère, et ça frustre les gens. Et quand les gens sont frustrés, je vous rassure, ils sont prêts à tout. Pour moi, ce n'est pas un souci grave. C'est pas un souci grave. Il faut juste qu'on arrive à tenir par le bon bout, Tous ces gens qui le font aujourd'hui, ils ne le faisaient pas hier. C'est parce qu'ils ont été frustrés quelque part. Et quand un enfant est frustré dans une maison, tout ce qu'on a à faire, c'est que le papa fait asseoir l'enfant. Il essaie de comprendre d'où sort la frustration. Et je pense que pour moi, en essayant de comprendre la frustration de l'enfant, les choses peuvent s'arranger. À cela, moi, je ne peux que dire, si certains vont là-bas pour presser, on les dérange, il faut voir maintenant l'artiste concerné et lui demander qu'est-ce qui s'est passé avant que ceux de la diaspora puissent le refuser. Puisque déjà le 8 mars, je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. On a vu Junior Senga prester à Paris, ça s'est bien passé. On a aussi même vu Belka Tobi, comme il a été bien reçu avec ses frères camerounais de la diaspora, auxquels ils ont fait une bonne fiesta. Bon, il faudra voir les concernés, auxquels ces gens refusent, les voyer, diront pourquoi. Bon, c'est là mon point de vue. Nos frères qui sont à la diaspora, ils ont les promos à part, ça ne concerne même pas le Cameroun. Parce qu'à chaque fois, on entend qu'ils ont tout dérangé, je ne connais pas les problèmes. Ce n'est pas normal. S'ils s'en prennent au gouvernement, qu'ils viennent réclamer les problèmes au pays, pas que quelqu'un comme un artiste, il va aller se battre en Europe, ils viennent les déranger. Je trouve ça, ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. André Luther Meka, qui porte la responsabilité de ces divisions, du radicalisme ambiant? On l'a vu avec ce Vox Pop, l'opinion est totalement divisée entre ceux qui soutiennent la brigade anti-Sardina et ceux qui ne le font pas. Pourquoi et comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Mais il faut partir de l'origine. C'est depuis 2018. Je l'ai dit à l'entame de ce sujet que la brigade anti-Sardina était née pour sanctionner les artistes qui sont venus prester à l'honneur de la victoire du président Paul Biya. Et j'ai vu la liste, il y avait les artistes de toutes les tribus. Par la suite, c'est devenu une cause ou une manipulation tribale parce qu'on a constaté que la plupart des artistes dont on faisait restriction, dont on interdisait, étaient d'une certaine région. On a vu également que Belka Tobi, comme le disait l'intervenant dans le Vox Pop, Belka Tobi, il a pu prester, il a cité un autre nom. Oui, naturellement, mais on a constaté que la plupart des artistes étaient
d'autres régions et ont laissé passer certaines activités. Donc il y a une instrumentalisation, une politisation, n'est-ce pas, de la base. Qui est responsable? Mais il faut être clair. La brigade anti-Satina est un mouvement paramilitaire du MRC. Je l'ai toujours dit et je l'assume. On les appelle les groupes de pression. Et Damien Macron vous a rappelé que non seulement le MRC s'est dissocié, mais en plus, dans un live d'hier, une des militantes de cette organisation a été rappelée à l'ordre par l'un des cadres de cette formation politique. Je répète, et peut-être qu'il faudrait encore que j'aille un peu plus loin. Lorsque M. Kamto veut naturellement commencer son programme politique de désordre, il contacte Valsero et il contacte la diaspora. Valsero avait pour mission, n'est-ce pas, de pouvoir rassembler les jeunes de la rue au Cameroun. Ça n'a pas marché, il s'est exilé. Et les autres ont pu, n'est-ce pas, créer un mouvement en France. Et ce mouvement a été, n'est-ce pas, dirigé soit par Yemta, par Kamta, par Brice Nietzsche, par Salomon Tchapchet. Et je dis encore que ce mouvement de la base est un groupe de pression, est un mouvement qui accompagne, n'est-ce pas, la politique de M. Kamto. Parce que naturellement, ils servent les causes politiques, le programme politique de quelqu'un. Sinon, quand ils demandent aux artistes, quand ils ont commencé à sanctionner les artistes qui ont presté pour Paul Biya, c'était par rapport à notre candidat, c'était par rapport à une idéologie. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cela prend des relents tribalistes. Et ça a failli dégénérer. Ça a failli aller à une escalade de violence parce que j'ai vu une sorte de communiqué ou une note, je ne sais pas comment appeler cela, qui circulait dans les réseaux sociaux où il y a une certaine jeunesse sawa qui voulait interdire, n'est-ce pas, les commerces d'une certaine communauté de se faire dans l'aire géographique sawa. Et m'eût été la vigilance du maire de la ville qui a fait un communiqué, on serait dans une escalade de violence inouïe. Donc, il est important aujourd'hui que mes frères camerounais de la diaspora, mes frères camerounais sachent que nous n'avons pas besoin de cela pour notre pays. Il est important qu'on soit ensemble pour qu'on puisse, n'est-ce pas, le chef de l'État est ouvert, le RDPC est ouvert, le Cameroun est ouvert, qu'ils viennent avec des actions positives, comme les autres le font avec la diaspora, ils investissent, ils font de l'entrepreneuriat, ça pourra marcher. Mais ce qu'ils sont en train de faire là n'est pas honorable pour l'image du Cameroun et même pour l'image du Camerounais, parce qu'il faut savoir que ce qu'ils font là, cela discrédite énormément, n'est-ce pas, la nationalité camerounaise. Alors, Dr Lumari Kadde, si on se réfère à ce que dit André Luther Meka, tout est parti de 2018. Pourtant, l'élection présidentielle de 2018 est passée, ça va faire quoi, 5 ans aujourd'hui? On est rendu à 5 ans après. Qu'est-ce qui explique que les tensions et les divisions nées de là ne soient toujours pas parties, qu'elles perdurent? C'est né un peu avant. Bon, 2018, c'est né avant. C'est peut-être les élections présidentielles. Et c'est peut-être en ce moment que c'était un peu plus visible. Mais nous, on a sonné la sonnette d'alarme dans les années 2016. Et restons factuels et utilisons même les outils de l'État comme l'Institut national de la statistique. Dans l'enquête de ménage, ECAM, qui se mène, et le dernier date malheureusement de 2015, il est clairement indiqué que les politiques publiques n'étaient pas inclusives et que cela a des conséquences. Et donc, le phénomène que nous sommes en train de décrire, si on décrit ça comme étant un phénomène particulier, on ne comprend pas la situation globale du pays, où il y a ce qu'on appelle l'extrémisme violent. Et donc, l'extrémisme violent a des causes. Et une des causes, c'est l'exclusion. L'exclusion peut être politique, l'exclusion peut être économique, l'exclusion peut être sociale et culturelle. Et c'est de ça qu'il est question. Et donc, quand on dit que les politiques publiques n'étaient pas inclusives, dès 2016, on a vu directement dans la partie nord-ouest et sud-ouest du pays que des gens se sont soulevés. Et avant, on avait dans la partie septentrionale du pays des soulèvements. Et tous ces soulèvements ont un dénominateur commun, c'est la marginalisation. Marginalisation, pour ce qui concerne la partie septentrionale du pays économique, c'est frappant. C'est partout où il y a enclavement, partout où l'État n'est pas présent, etc., il y a facilement manipulation des citoyens. Et
c'est malheureusement ce qu'on constate. Il y avait l'Est qui était aussi très déstabilisé. Et donc, si on ne met pas tout ça dans un contexte général du pays, on va rapidement tribaliser la cause, alors qu'il s'agit simplement d'un phénomène bien connu. C'est l'extrémisme violent. C'est pour ça que, pour nous aujourd'hui, notre adversaire n'est pas un parti politique. Notre adversaire n'est pas le RDPC. Moi, mon adversaire, c'est l'extrémisme violent. Parce que tant qu'on aura un contexte d'extrémisme violent, il sera impossible pour le Cameroun d'aller vers la prospérité. Tant qu'on ne peut pas s'asseoir sur une table comme ça, avoir une certaine tolérance, tolérance qu'on ne pense pas la même chose, tolérance qu'on se contredise, et que ça ne soit pas l'occasion de s'attaquer à l'intégrité morale de quelqu'un, de s'attaquer à son intégrité physique, de s'attaquer à ses origines, de s'attaquer à sa famille. C'est toutes choses qui n'ont strictement rien à voir avec le développement du pays. Et tant qu'il y aura le radicalisme et l'extrémisme violent, il sera très facile de manipuler les Camerounais et donc de nous détourner des objectifs réels. Parce que l'extrémisme est basé sur ce qu'on appelle en rhétorique les arguments de l'éthos, du pathos, pardon, et donc sur l'émotion. Et donc l'émotion monte et cette émotion aussi retombe. Et donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que de 2018 à nos jours, l'émotion qui était montée et a atteint son paroxysme dans les années 2019 est entièrement retombée. Et c'est le fait de ce genre de démarche-là. Et donc, il n'y a pas d'autres explications que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une seule solution si on veut lutter contre la base et d'autres mouvements extrémistes, c'est de mettre sur pied des politiques inclusives. C'est de permettre à tout Camerounais de se sentir Camerounais. J'ai vu dans l'actualité, Valsero se plaint qu'on lui a refusé le renouvellement de son passeport. Ce sont des choses qui créent l'extrémisme et qui peuvent pousser quelqu'un à se radicaliser en fait. Et donc, vous irez voir toutes ces personnes-là qui sont parties du Cameroun. Il faut voir leur parcours. Beaucoup ont été exclus de l'université de Yaoundé. Et donc, c'était les anciens parlementaires. Ça, c'est le jargon des années 1992, 90, 92. Et donc, si vous ne voyez pas leur parcours et vous ne vous demandez pas qui sont ces personnes-là, vous n'allez pas comprendre pourquoi ils sont aussi dressés contre le pouvoir qui était là en 92 et qui est toujours là. Et donc, c'est une espèce de vengeance. Et ça, peut-être que nous n'avons pas d'autre solution que de leur proposer une autre alternative, une société qui reconnaît leur citoyenneté. Et beaucoup ont été même non seulement exclus de toutes les universités du Cameroun, mais également, comme Valsero aujourd'hui, poussés à prendre des nationalités étrangères pour exister. Et c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Donc, c'est complètement gratuit de refuser à Valsero sa nationalité. Valsero est né au Cameroun, il est avec nous. On ne peut pas dire qu'il n'est pas camerounais ou quoi que ce soit. S'il a aujourd'hui des opinions qui ternissent l'image du pays, c'est une autre chose. Mais l'empêcher de se mouvoir en tant que Camerounais. Qu'est-ce qui ternit effectivement l'image du pays? Est-ce que ce sont les opinions de Valsero ou bien ce sont les actes que posent certains responsables? Nous sommes dans un autre débat là. Mais ce qui est sûr, c'est que... Je vous pose la question par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit s'il a des opinions aujourd'hui qui ternissent l'image du Cameroun. Qu'est-ce qui ternit réellement? C'est la position officielle, donnée, vous voyez. Et tout ça, c'est discutable. C'est clair que les positions radicales tenues ne sont pas les nôtres. Je dis encore que mon parti aujourd'hui paye son positionnement et son alignement vers le centre. Et donc, nous, on ne tiendrait pas ce genre de propos. Nous, on ne ferait pas des sorties qui visent à s'attaquer à des individus. Vous ne nous avez pas vu nous attaquer à Mougou Belinga ou à n'importe qui. En tant qu'individu, ce n'est pas ça le débat du pays. Il faut aujourd'hui porter des causes et nous on est sur cette base-là. Et donc il est clair que sur la scène, il y a des gens qui font de l'attaque personnelle, ce qu'on appelle l'attaque ad hominem, leur cheval de bataille. C'est encore eux là-bas. Mais nous on estime que ça ne suffit pas pour nier
à un citoyen son appartenance à notre nation. Alors, Damien Makorn, le docteur Lumari Kadde a rappelé le cas de cette semaine, le cas de Valsero. Dans le contexte camerounais, les silences des artistes sont-ils toujours des silences coupables, complices? Je ne sais pas, je vais répondre à votre question, mais deux petites précisions. La première, c'est que j'ai cru avoir entendu dans le plan du docteur Lumari Kadde qu'on a poussé Valsero à prendre une autre nationalité. Ah, d'accord. S'il n'a pas une autre nationalité, il est donc en droit d'avoir sa nationalité camerounaise. Dans le cas contraire, la loi de 63 l'empêcherait d'avoir la nationalité camerounaise. Donc, maintenant, je ne vois pas pourquoi on empêcherait Valsero de renouveler son passeport. Ce sont là des éléments qui participent à crisper l'atmosphère. C'est la première chose. Maintenant, avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur quelque chose de précis. Oui. Qui est responsable? Vous avez posé la question à André Luther Meka. Sur la forme, la personne qui est responsable de ces violences, bien entendu, c'est la base. Parce que c'est une mauvaise manière de procéder. Je dis toujours ça à mes enfants. Lorsque vous avez un problème, vous pouvez emprunter un mauvais chemin pour le résoudre, alors l'État dira que vous n'avez pas raison. Donc, ils utilisent la violence. Ce n'est pas un moyen de défense de ces droits. On est donc contre. Par contre, sur le fond, je souscris entièrement à l'analyse du docteur Lumari Kadde que c'est la malgouvernance qui est responsable. Et la malgouvernance, celle du RDPC depuis 41 ans. Parce que nous sommes aujourd'hui en 2023 au Cameroun. Plus de 70% des jeunes qui sortent des universités n'ont pas d'emploi. Oui. Les jeunes continuent à Moulvoudaï à s'asseoir sur des souches pour apprendre. En côté, on continue à boire dans les mêmes sources que les animaux, vous avez pensé comment, des porcs. On continue à avoir des jeunes qui marchent de PK14 jusqu'à PK17 et aller-retour pour aller à l'université parce qu'il n'y a pas de route. On continue à sortir le matin à 7h comme moi et arriver à quoi? À 9h30, parce qu'il n'y a pas de route. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on a fait 41 ans et qu'on a produit un résultat aussi lamentable, le mieux à faire, c'est de libérer le plancher et de permettre aux uns et aux autres de proposer une alternative. Là, donc d'attendre que l'alternative nouvelle se propose, les gardes de la base croient devoir utiliser la violence, ce que je condamne, pour pouvoir arriver à leur fin. Ceux donc qui sont responsables, c'est nos dirigeants, leur inconséquence. Ils doivent donc prendre leurs responsabilités, mais sachant que leur premier responsable a s'est adressé le 10 février dernier aux jeunes en utilisant le futur simple de l'indicatif 9 fois. Ils se positionnent donc comme quelqu'un qui sera toujours là. Les jeunes doivent donc prendre leurs responsabilités en allant s'inscrire sur les listes électorales. Je vais répondre à votre question. Oui, rapidement. S'inscrire sur les listes électorales pour le battre dans les urnes. Maintenant, votre question représente la moi. Dans le contexte camerounais, est-ce que les silences des artistes sont toujours des silences complices? La liberté d'expression s'accompagne de la liberté de ne pas parler. C'est-à-dire que si on est libre de parler, on est aussi libre de ne pas parler. Et je suis contre, je me ferai fort de rappeler sur la fin de l'émission, je suis contre toute forme de violence qui obligerait quelqu'un à dire ce qu'il ne veut pas dire. Valsero, Amapiero, Coco Argenté, etc. sont libres de se positionner, de faire des concerts à la gloire du RDPC, du PCRN, du MRC. C'est leur droit le plus absolu. Personne n'a le droit de leur interdire, encore moins d'interdire leur manifestation au nom de ce qu'ils auraient des positions contraires aux leurs. En une minute. Non, je voudrais battre en brèche l'argument de l'exclusion du docteur Lumari Kadde qui dit que cela part de l'exclusion. Une société a des normes et des valeurs. Et lorsque ces normes et valeurs ne sont pas respectées, il y en a, n'est-ce pas, qui sont mises à l'index et qui sont exclus. Parce que quand vous dites qu'il y a certains qui ont été exclus, certains machins, bien évidemment qu'on peut exclure lorsqu'on ne respecte pas les normes et les valeurs d'une société. Et vous savez très bien d'où partait l'exclusion, n'est-ce pas, à l'université. Je vais dire, notamment, mon frère Abbé Valsero a entamé un rapport de force avec l'État camerounais. Parce que chaque jour, il a une tribune où il attaque le Cameroun dans sa plus propre intimité. C'est la première fois que je vois ça dans le monde, où un citoyen réquisitionne les réseaux sociaux pour attaquer un pays, pour attaquer les personnalités. Et donc, il a fait un programme quotidien. Et moi, j'ai dit à un certain moment que le chef de l'État, il a un grand cœur. Est-ce que ça justifie que son passeport ne soit pas renouvelé? Le chef de l'État a un grand cœur. Et il est souvent d'habitude chez nous, les Bantous, on dit que quand tu donnes le bras, on te prend tout le corps. Parce que ça se fait pas ailleurs, ce que Valsero fait. Vous n'avez vu aucun citoyen au monde
que ce soit dans les pays développés, que ce soit en Afrique, qui réquisitionne Facebook pour insulter le Cameroun. Est-ce que ça justifie quelle est la loi qui dit qu'au nom de ses opinions, on ne doit pas avoir qui dit de n'importe quoi sur son pays et sur les responsables de son pays. Mais il y a une façon de le punir. On ne peut pas refuser sa nationalité. Est-ce que ça justifie que son passeport ne soit pas rendu, ne soit pas renouvelé? Votre pollution sémantique démontre que vous ne voulez pas que je parle. Allez-y, allez-y. Non, je vous demande pardon. Allez-y, allez-y. Je dis vous étiez allez-y, André Luther Meka. Tellement embrouillage. Allez-y, André Luther Meka. Je voudrais dire que, et c'est aussi ça la liberté que je donne mon avis. Donc je voudrais dire que cela choque. Si votre avis est contraire à la loi, cela choque les citoyens camerounais de bonne foi. Qu'un citoyen camerounais puisse, n'est-ce pas, discréditer, décrédibiliser, n'est-ce pas, son pays dans une tribune au quotidien. Donc, maintenant... sur la question de son passeport. Sur la question de son passeport, oui. Il paraît que ça n'a pas été renouvelé. Mais qu'il Et Maître Emmanuel Sim fait savoir que ni lui ni Valsero n'ont jamais été notifiés des motifs de la non-délivrance de son passeport. Et Maître Emmanuel Sim ajoute qu'en tout cas, il ne tombe sous aucun motif prévu par la loi. Par la loi. Bon, bien évidemment, il peut y avoir, n'est-ce pas, un gel sur un certain nombre de choses lorsque vous êtes un danger pour votre pays. Donc, il revient, n'est-ce pas, à son organisation. Je n'ai pas très bien compris. Non, cela ne se fait pas tempéramment. Non, il peut y avoir des mesures conservatoires sur un certain nombre de documents. Elles doivent être notifiées au principal conseil. Bien évidemment, elles doivent être notifiées. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je lui demande, n'est-ce pas, il est dans une organisation, notamment, il soutient le MRC, le président Kamto, c'est un avocat. Ils disent qu'ils ont un président, c'est le président Kamto, c'est un avocat. Donc, qui prennent les moyens de recours pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre les motifs de ce gel. Mais je dis, il fallait tout de même qu'il y ait une réponse qui démontre que le Cameroun est un État et qu'on ne peut pas délibérément saquer, qu'on ne peut pas délibérément saboter le Cameroun sans qu'il y ait, n'est-ce pas, du moins une réponse. En 30 secondes, Madame Ganzo. Je voudrais conclure en disant que mon frère Valsero doit faire amende honorable. Il doit, n'est-ce pas, se rapprocher des autorités camerounaises pour comprendre et pour essayer, n'est-ce pas, de négocier la paix. Parce que je sais que la paix se négocie, même le changement se négocie. Madame Ganzo, s'il vous plaît, en 30 secondes. La meilleure réponse qu'on peut donner à Valsero, c'est de mener des politiques inclusives qui font en sorte que les Camerounais se retrouvent et soient fiers d'être Camerounais. D'accord. C'est tout. On ne peut pas l'intimider. La meilleure chose à faire, c'est de mener des politiques qui amènent le développement, qui amènent de l'emploi, qui amènent de la croissance. C'est un signal. Et lui, il n'aura donc puisque ce que l'État reste fort et que l'État camerounais existe. Non. Ce n'est pas... L'État ne respecte pas la loi également. Parce que sous quel motif quel motif de la loi prévoit? Non, ce que M. Meka dit, c'est qu'il passe son temps à invectiver les membres du gouvernement, à insulter la République, à faire remonter ce qui ne marche pas. Justement, à faire remonter ce qui ne marche pas. Et justement, il faut que l'État du Cameroun s'organise pour que les choses marchent et qu'on ne lui donne plus du grain à moudre. C'est aussi simple que ça. Mais chers frères, vous savez très bien que ce n'est pas le libertinage. C'est-à-dire que si cela devient un exemple... Non, mais rassurez-nous, M. Meka, vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord qu'on retire le passeport d'un citoyen au nom de ses opinions. Rassurez les téléspectateurs. Je le dis sans état d'âme. Quand un Camerounais est hors la loi et qui voudrait déstabiliser son pays, il faudrait que l'État réagisse avec fermeté. D'accord. Je reconnais le RDPC, c'est ce que j'ai dit. Et ça me fait sourire, parce que c'est ça le système du clientélisme. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Hein. J'espère que demain, quand vous aurez des positions de pouvoir, il faudrait que quelqu'un réquisitionne Facebook et vous insulte tous les jours. Le système du clientélisme, c'est pas ça qui m'intéresse. Rapidement, docteur, on va sortir de l'émission. À savoir que Valsero doit faire une amende honorable. Et c'est pour ça que ce genre de décisions peuvent être prises pour pousser Valsero à faire une amende honorable et donc à remercier le chef de l'État ou à demander la magnanimité du chef de l'État pour entrer dans ses droits. Ce qui est très regrettable. Vous avez demandé qui est responsable, c'est ça le système responsable. Ce clientélisme qui est en cours et où on retire aux citoyens ses droits et on lui laisse les devoirs. D'accord. C'est ça
qui aujourd'hui nous pose tous ces problèmes. Parce que si eux qui sont au pouvoir ne peuvent pas faire appliquer la justice, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Sylva Serrault prend comment on sort de ce radicalisme ambiant? Sylva Serrault prend des écarts, on aurait simplement pu lui porter plainte conformément aux lois et législations en vigueur au Cameroun. Mais si on ne le fait pas, on retire plutôt ses droits, c'est une violation, c'est un abus. Comment on sort de cette ambiance tendue entre la base, le Cameroun? Comment on en sort finalement? En une minute. L'image de notre pays. C'est à moi que vous devez poser cette question. Tout le monde va. L'image de notre pays. André Luther Meka, vous gérez quelque chose? Le RDPC au pouvoir. D'accord. Allez-y, docteur, rapidement. Avec une image écorchée. Et comme tous les ambazoniens, nous, on a une position qui quelquefois passe par la diplomatie. Oui. Au niveau du Parlement, notre député a participé à une diplomatie parlementaire qui a conduit aujourd'hui à ce qu'au niveau des États-Unis, les ambazoniens soient poursuivis devant la justice ou que le gouvernement américain prenne ses responsabilités. On ne peut pas, sur le territoire européen, préparer des coups de force pour un autre État et les États européens ne réagissent pas. Et donc la diplomatie doit entrer en jeu. La diplomatie ne fait pas son travail pour l'instant et ça fait partie des choses qu'il faut régler. Comment on sort de cette ambiance tendue au Cameroun finalement? Je le dis et je le répète, la façon de le faire, c'est de mener des politiques qui permettent à ce que les jeunes puissent avoir de l'emploi, que les gens puissent nourrir leurs enfants, que les jeunes puissent aller à l'école, etc., etc. Parce que ce que réclame la base avec des mauvais moyens, ce que réclame Val Serrault avec des mauvais moyens, c'est que les Camerounais puissent vivre, qu'ils puissent vivre, parce que là, ils vivotent, ils survivent. Donc je crois que le chef de l'État du Cameroun actuel a proposé tout ce qu'il pouvait en 41 ans. Tout ce qu'il pouvait. Il y a les André Luther Meka qui sont là au RDPC, qui devraient prendre le flambeau au lieu de laisser le fils de l'autre essayer de... Vous ne m'aimez pas beaucoup, hein. Il ne faut pas mettre la jeunesse en conflit avec les autorités. Vous ne m'aimez pas beaucoup. Monsieur Meka, vous aurez votre tour de parole. J'étais en train de dire qu'il faut que la jeunesse du RDPC prenne le pouvoir au sein du RDPC et qu'elle vienne nous affronter en 2025. D'accord. André Luther Meka, comment on sort de là? Je crois que... Vous avez dit que la question devrait vous être posée. Oui, à chaque chose, il faut un dialogue. Oui. Il faut un dialogue. Je crois qu'à une époque, on avait commis Monseigneur Bacotte pour essayer de dialoguer avec la base. Et ils ne peuvent pas nier qu'il y a eu des émissaires pour pouvoir les approcher. Il y a le forum de la diaspora qui existe. Et je crois que dans ce forum-là, il faut qu'ils viennent pour qu'on parle. Ce sont des frères. Ce sont des frères et je suis parfois déçu du fait que le théâtre des spectacles se passe en hexagone. Ils sont des Camerounais, mais il faut qu'ils fassent un mandat honorable parce que l'État doit rester fort. Sinon, nous périssons, disait Alain. Merci André Luther Meka d'avoir été avec nous ce dimanche. C'est un plaisir. Bon dimanche à tous les... Merci également à vous, docteur Lumari Kagde. Merci également à vous, Damien de Macon. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Maswabo qui n'est pas arrivé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 20h30. Demain lundi, lorsqu'il sera à 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous.